les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nouvelle émission, dernière partie de notre Annecy 2023. Je suis le Doc et je suis accompagné cette fois-ci de Néo et il s'alterne. Le retour pour jouer mauvais tour. Bonjour tout le monde. Eh bien oui, c'est parti. On va clôturer cet énorme festival qui a été riche avec beaucoup de bonnes choses. De très bonnes choses. Ça a encore été dit à la cérémonie de clôture hier, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Et donc, je vais attaquer direct. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que c'est une très bonne idée. Juste pour dire que, voilà, si vous entendez une petite ambiance sonore derrière nous, je sais pas comment va réagir l'algorithme de Denoise audio, mais en tout cas, on est dans un super bar, même un super resto, oui. Qui s'appelle la Filaterie, donc rue de la Filaterie. Exactement. Ça tombe bien quand même, mais c'est une espèce de food court à Annecy et c'est absolument génial. On y mange merveilleusement bien, les gens sont adorables. Voilà, donc on fait un petit peu de pub et puis voilà quoi. Enfin c'est vraiment sympa. Ils nous accueillent. Le setup le plus classe qu'on a depuis très longtemps, parce qu'on a vraiment un mur avec écrit Filaterie Comedy Club. On a l'impression presque qu'il pourrait y avoir un public juste à côté. Clin d'œil. Oh, dis donc, ça me donne des idées tout ça. Voilà. Si un jour ça se fait, ça sera un endroit parfait en tout cas. Et peut-être pour faire le live l'année prochaine. Oh, j'ai rien dit. Peut-être, pourquoi pas. T'engages pas, on a encore rien. Je m'engage pas, mais ça pourrait être une bonne idée peut-être de faire un live directement d'Annecy. Bref, tout cela étant dit, effectivement. Néo, qu'est-ce que tu as vu, puisque l'émission dernière c'était avec Bibi et du coup il a vu plein de trucs, mais du coup toi t'as vu plein de trucs pendant ce temps-là. Ah oui, depuis mercredi il y en a des choses, donc on va essayer de pas non plus s'étaler 3 ans parce que sinon ça ferait une émission de 3 heures. Mais mercredi, on a commencé la journée avec Migration. Dis-nous tout ça. Migration, le dernier film de Illumination, bien sûr, qui va sortir pour Noël. J'en attendais beaucoup parce que ça y est, ils font autre chose que des mignons, même si c'est pas la première fois. C'est fini les capsules jaunes. Non, je crois que c'est pas terminé. Non, puis en vrai, non. Alors là, ça sera terminé quand ça ne rapportera plus de dollars jaunes aussi d'ailleurs. Non, clairement, moi j'étais super content d'avoir un aperçu. Donc c'est un aperçu du film. On a vu 25 minutes quand même du début. Ok, donc c'était vraiment les 25 premières minutes, qui étaient, je crois, full compé. Il y a peut-être un plan ou deux. Non, je crois que c'était vraiment full compé. Donc image finale. Oui, voilà, image finale, effectivement. Même s'ils ont dit c'est work in progress, voilà. Mais voilà, donc j'ai trouvé, déjà à mon avis, j'ai trouvé ça super frais, avec un humour très différent des mignons et une image aussi très différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Là, on vient de se manger Mario dans la tronche, qui était un espèce de condensé de ce que sait faire Illumination, avec beaucoup de sucreries à droite à gauche et de la blagounette un peu partout, de la référence de partout. Là, on est dans un film beaucoup plus intimiste, avec vraiment donc l'histoire de ces canards qui sont habitués à vivre dans leur petit étang et qui, en fait, le père passe ses journées à leur dire non, l'extérieur c'est dangereux, il faut pas y aller, le classico quoi, voilà, faut pas aller voir dehors parce que c'est dangereux. Et évidemment, passe un groupe d'oiseaux qui est en migration dans leur étang. Les enfants s'entendent super bien avec eux et tout, et puis hop, ils se rebarrent et ils sont là, mais nous aussi on veut partir en fait, ça a l'air trop stylé parce que tous les gens qui sont venus de l'extérieur ils étaient super enjoués de tout ça. Et donc arrivent des petites histoires qui font qu'ils vont partir en migration. Donc depuis le nord, depuis au-dessus de New York jusque le bout du Texas en bas. Enfin, j'ai pas les noms exacts, je pense, des destinations, mais c'est toute la côte est américaine, quoi. Et donc c'était vraiment super chouette. L'humour était super léger, mais en même temps super un peu plus fin, voilà, que de l'humour de mignon. C'était vraiment cool. Les personnages ont l'air vachement bien écrits aussi entre eux, la famille et tout machin. Il y a vraiment quelque chose de très touchant et en même temps rigolo, etc. Donc ça c'était vraiment cool. On a eu l'arrivée de Benjamin Renner, qui est donc le créateur de Ernest et Célestine, qui a pu raconter un petit peu la genèse. Alors évidemment, comme d'habitude, réalisateur français qui rencontre un monstre hollywoodien, et tout d'un coup c'est la panique à bord, machin. Puis en fait, si ça se passe pas si mal, etc. La rencontre est rigolote. C'est surtout Chris qui lui dit on va faire un film. Chris Meledandri, qui est le big boss de Illumination, et d'Universal même, d'une grosse partie d'Universal, qui lui dit écoute, j'ai envie de faire un film d'amour. Oui, un film sur l'amour, quoi. Ouais, mais j'ai envie de faire un film sur l'amour avec des canards. Oui. Faire l'amour avec des canards, c'est ça. Oui, c'était très bizarre. Et en fait, du coup, après ça c'est évidemment ça a été écrit, etc. Et puis donc Benjamin Renner est revenu un petit peu sur toute la genèse de comment est-ce qu'il a cherché les designs, etc. Je vais pas rentrer dans le détail de toute la discussion qui était super intéressante, mais bon, évidemment très américaine cadrée, comme on connaît très bien.
Il y avait une partie que je voulais relever que j'ai trouvé super intéressante, c'est que c'est un réalisateur qui vient de la 2D. Et pour lui, il expliquait que quand il dessine et tout pour Ernest Hastings, quand il cherche ses personnages et tout, il va vraiment faire quelques traits, tu vois, et il va s'arrêter dès qu'il a ce qu'il faut, il s'arrête. En fait, il y a ce truc où formes globales, les lignes globales. Ouais. Si tu regardes Ernest et Célestine et tout ça, ou le grand méchant renard, c'est des trucs où vraiment t'as quelques traits avec un remplissage de couleurs, mais c'est pas hyper défini, c'est pas, tu vois, c'est dans le suggéré, ce qui fait que c'est extrêmement beau d'ailleurs, je trouve. Et donc lui, il allait dans ce sens-là et il dit merde là, la 3D, c'est tout l'inverse. On te montre un plan, on te dit voilà, il y a un étang, il y a tant d'arbres, des rochers, des canards, des machins, des bidules. Il faut que tu nous dises à quoi ça ressemble parce que nous il faut qu'on lance les assets, tu vois, on n'a pas le choix. Et ça l'a beaucoup perturbé. Il a fallu qu'il se réadapte. Et en fait, il disait que il a retrouvé cet affinage de la narration dans les designs à travers la lumière en fait. Ok. C'est vrai qu'en 3D au final, c'est au moment du lighting et du rendu que tu vas aller casser en fait toutes les formes que la 3D peut mettre, même si déjà dès le modeling on essaie un petit peu de péter ça et les texturing. Mais voilà, pour lui c'était vraiment, il voyait ça comme deux choses inversées. La 2D part d'en bas, elle se construit comme ça et puis d'un coup, on arrive à quelque chose, on s'arrête, on n'en met pas trop. Et la 3D, on part d'en haut et hop, on déconstruit, on retourne à la narration et à l'essentiel après. T'es obligé de définir les limites de tout pour ensuite éventuellement les effacer un petit peu en post-production, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc voilà, ça c'était le petit moment intéressant. Il y avait plein d'autres trucs évidemment super cool, mais voilà, moi je pense que c'est un film qu'il va falloir aller voir parce que ça a l'air super doux, super touchant et puis nouveau pour Illumination. Je pense qu'il faut les pousser à qu'ils continuent à prendre ce genre de risque. Ça va changer un petit peu des mignons et tout ça, quoi. Ouais. Ensuite, du coup, il s'est pas passé quelque chose d'ailleurs pendant la remise des. Ah oui, bon d'accord. Chris Melandry a eu un ticket d'or pour pouvoir venir quand il veut à Annecy, comme si c'était pas déjà le cas. Et en plus, Pharrell Williams est carrément arrivé pour lui dire oh mon Dieu, mais depuis que je t'ai rencontré, ça a changé ma vie. Tu es incroyable, merci. Because I'm happy. Because I'm super happy depuis 10 ans. Ouais, et puis I'm super rich because of Gru. Okay, oui, même avant ça, il avait pas eu besoin de ça, mais c'est vrai que celle-là, elle a vraiment fait exploser. Ça l'a bien fait connaître. Clairement. On est bien d'accord. Donc oui, ça c'était la petite surprise de fin, effectivement. Et il n'aura pas son étoile sur ses mains sur le Walk of Fame. Je sais pas. À mon avis, oui. Alors, parce qu'ils sont en train de faire. Vous avez évoqué ce truc-là? Non, vous l'avez pas évoqué au podcast d'avant. Je suis désolé, j'ai pas encore rattrapé. Je crois tu déconnes. Je crois qu'on l'a évoqué. Bon, enfin, on va le redire quand même. Oui. Donc Annecy est en train le festival d'Annecy Citia et tout ça qui organise sont en train de changer de lieu progressivement. Je crois qu'ils veulent revenir vers les haras. Enfin, c'est en ajouter un autre. Et effectivement, en ajouter un autre et de vouloir faire d'Annecy la capitale mondiale, enfin en tout cas une capitale mondiale de l'animation et de faire un Walk of Fame comme sur Hollywood Boulevard. Exactement. Donc avec les empreintes de mains, de pieds, etc. Ben là, c'est pour l'instant que des empreintes de mains pour pouvoir, d'avoir les grands en fait de l'animation, les légendes du festoche, les légendes, etc. Ouais. Donc, j'en reparlerai après. J'imagine que Chris les aura. Non, mais c'est sûr que Chris les aura. Ça me paraît bizarre. Oh, genre Chris, tu le connais. Ouais, Chrisou, c'est mon petit Chrisou. Je suis allé dans son yacht, non, pas du tout. Non, oui, il y a Eric Goldberg, là, qui a eu les siennes. Il y a eu d'autres réalisateurs dans la semaine qui les ont eu. Je pense qu'on les verra à partir, je crois qu'il avait dit, Marcel Jean l'avait dit 2025. D'accord. L'ouverture de cette partie. Ok, ça marche. Voilà, donc après, juste après Migration, j'ai enchaîné avec Disney qui fait une anthologie de films, donc 10 films, un peu comme Love, Death and Robots pour ceux qui connaissent un peu, uniquement fait de teams complètement africaines. De l'écriture jusqu'au compositing, jusqu'à la musique et tout. Ils ont vraiment fait l'effort, enfin, d'aller chercher les gens véritablement concernés. Et plutôt que de mettre un personnage noir dans un film et dire vous avez vu, on est inclusif, c'est génial, et de passer 30 minutes pendant les conférences pour parler de ça. Donc là, ils sont vraiment allés donc en Afrique, ils sont allés voir tous les studios, tous les créateurs musicaux, machin, etc., même des chanteurs et tout pour faire les voix, tout le monde fait vraiment partie de l'Afrique. Et donc il y a eu 73 pitchs. C'était quoi le nom? Kizazi Moto. D'accord. Voilà, si vous voulez chercher ça sur Disney+, ça devrait pas tarder à sortir, c'est dans pas longtemps. Il y avait 73 pitchs au départ, 10 films ont été retenus. Uniquement. D'accord. 14 réalisateurs en tout, parce qu'il y a des coréals sur certains de ces trucs-là. Et ils avaient trois modos pour ces films. Ils leur avaient dit,
on veut votre vision du futur, d'un point de vue africain, l'espoir à l'intérieur de ce film. On voulait pas que des films, manifestement, ils voulaient pas des films tristes et dark et sans espoir. Et évidemment un produit qui était réalisable au final dans les contraintes qu'ils avaient, tu vois. Ok. Et en fait, je pense que c'est même pas je pense, c'est ce qu'ils disaient sur scène, c'est que évidemment ces contraintes elles sont là aussi parce que eux essaient de montrer que c'est commercialisable, quoi. Tu veux pas faire que des films arty, sinon personne va aller voir ce truc là, ça sert à rien, malheureusement. Et du coup, Kizazi Moto, ça vient d'une phrase en Swahili apparemment qui veut dire, alors j'ai pas la phrase complète, impossible de m'en souvenir, mais c'est Kizazi quelque chose Moto qui veut dire la génération of fire, la génération du feu, de l'espoir et machin, etc. Et donc, tout ça. Donc ils nous ont montré un petit extrait des 7 premiers courts-métrages et ils ont montré 3 courts entiers. J'ai trouvé ça super. Il y a vraiment plein de styles très différents, de la 2D, de la 3D. Il y a, je crois, pas de stop motion. Je dis peut-être de la merde, mais je crois qu'il y en a pas. Mais il y a vraiment beaucoup de styles très différents et je pense que ça va vraiment être... J'espère que vous entendez pas les basses parce qu'elles sont vraiment très très puissantes là en ce moment. Mais voilà, c'était super sympa. Je pense que c'est un truc à regarder évidemment si vous avez Disney+. Il y a des talents qui sont en train d'arriver clairement. Après voilà, c'était quand même leur premier film, hein. Il y a des défauts un peu partout, c'est normal. Bien sûr. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait de la couleur partout. Ah, c'est chouette. Tout le temps. C'était vraiment chouette. Alors après, faut pas que ce soit trop flashy dans ta tronche. Mais en fait, c'est ce que je disais en sortant. On sent qu'ils essaient de montrer qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est là où je les trouve un petit peu bon. Ça débute, ça veut montrer que ça sait faire, c'est normal, ça va pas leur reprocher, hein, tu vois, ils ont une super opportunité, enfin, Disney c'est pas non plus n'importe qui, quoi. Oui, c'est pas les perdreaux de l'année, oui. Donc voilà, donc ça va être super chouette, je pense, vous allez forcément voir quelque chose de neuf, parce qu'il y a vraiment toute une culture différente, il y a les musiques, la façon les relations entre les personnages et tout, il y a vraiment quelque chose qui, ouais, t'as vraiment l'impression de voir quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment cool, vraiment j'ai bien aimé. D'accord. Voilà. Cool. Donc un peu de choses fraîches chez Disney, ouais. ça peut être intéressant. Bon, on en avait parlé un petit peu là avec Bibi à l'émission précédente par rapport au pitch là comment comment venir pitcher son idée à Disney, etc. Voilà, il y avait aussi des choses intéressantes de ce point de vue là. Donc c'est bien. 100 ans finalement, d'un coup ça les secoue un peu. Je sais pas. Peut-être que là il y a aussi à mon avis Spider-Man et ce genre de film qui est en train un peu de leur mettre une petite tatane en disant les gars, il va falloir vous réveiller. Ouais. Parce que bon, donc peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça va certainement leur permettre de repérer aussi des réalisateurs qui pourront faire des films et tout. Ça peut vraiment être top, quoi. Tant mieux. Dans la journée du mercredi, du coup, je continue comme ça, je finis avec cette journée et on pourra se rejoindre. On pourra se rejoindre sur la suite. J'ai eu la chance d'assister à la masterclass d'Eric Goldberg. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce monsieur, c'est un très ancien animateur de Disney, de renom, le génie, plein de trucs dans Fantasia 2000, Puis le problème, c'est que c'est tout. Voilà, ces anciens Disney, ils sont partout, tout le temps. En fait, ils sont toujours en train de mettre leur nez partout pour le bien commun, évidemment. Ouais, bien sûr. Je vais pas passer des heures dessus. C'était vraiment quelque chose ciblé pour les gens du festival et pour les animateurs. Voilà, il est revenu un petit peu sur toute sa carrière, comment est-ce qu'il abordait les personnages, comment est-ce qu'il animait par rapport à la musique, justement, par rapport au travail sur Fantasia, des choses comme ça. C'était un super petit moment. Voilà, c'est un monsieur absolument adorable et qui chaque fois qu'il s'énervait se mettait à faire la voix de Donald. Et puis il le fait super bien, c'était vraiment très très drôle. Et à un moment donné, il savait pas où foutre sa feuille là, puis il y a une nana qui sort des backstage pour la récupérer et puis parce qu'il savait pas comment se débarrasser de la feuille. C'est très très drôle. Oui, puis c'est un vieux monsieur bedonnant avec des bretelles, une moustache blanche et tout, mais qui a l'air vraiment adorable. Oui, c'était vraiment un super moment. On a fini sur un truc où il fallait qu'on lui donne 7 attributs d'un personnage. Ouais. Et lui il a inventé le perso comme ça sur papier en 5 secondes. Et tu fais putain. Et c'était un buffle femelle qui fait du yoga, petit et trapu. J'ai vu il y avait 7 trucs comme ça et le mec en 5 coups de crayon, il a fait le perso. On était tous là. Ok, ouais. Oh, le level, quoi. Le level. 1 mètre. Donc voilà. Et enfin, pour terminer la soirée de mercredi, et là c'était un grand moment, le nouveau film de Jérémy Perrin, Mars Express. Mars Express, film de science-fiction.
3D. 3D effectivement. Traitement 2D, on va dire. Enfin, il y a quand même, il y a un côté, il y a cel shading. non, peu, c'est pas le terme que je voulais, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Bref, c'est un film très beau, un film qui avait beaucoup de profondeur, un vrai film de SF où t'es vraiment dans le sens où tout l'univers robotique, machin, le classique, hein, et soulèvement des machines et blablabla et blablabla. Et sauf que t'as vraiment ce truc où pendant une demi-heure tu comprends rien parce qu'ils ont tous des termes et tout machin, et puis petit à petit le film se dévoile en fait à toi et tu commences à rentrer dans le truc. Il y a un peu d'humour, il y a un peu évidemment de questionnement. Voilà, la science-fiction est faite pour ça, hein, pour se questionner sur tout ça. Et en même temps, c'est un vrai truc d'action, vraiment, vraiment chouette. Il y a des, je vais pas spoiler, il y a des trucs vraiment drôles qui me sont revenus là. Militant un peu, parce que. Oh, pas forcément. Perrin, il me semble qu'il est un peu oui. virulent. Oui, virulent. Il a ses positions. Proportion gardée, mais voilà, c'est ça. Il a ses positions très marquées. Il est arrivé sur scène en disant d'ailleurs, au moins ici, je vais peut-être pas répéter parce que le pauvre, ça va peut-être voilà. Mais bon, bref, il était content d'être là. Plus qu'à Cannes. Voilà, c'est ça que je vais dire. Oups. Et parce que ouais, voilà, l'animation c'est cool. Il y a moins. D'ailleurs, surtout le festival, j'en parlais hier soir. Il y a moins ce côté prout à Annecy. On le sent. D'accord. On sent que c'est encore un festival très ouvert et tout. Et ça, je pense, c'est agréable pour tous les créateurs de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est sûr. C'est pas guindé, c'est un autre c'est délire. pas. Ouais. Voilà, le film était incroyable. Il n'a rien reçu comme prix, malheureusement. Parce que je pense que la SF, de toute façon, ça a toujours du mal avec beaucoup de gens. Mais vraiment, quand il va sortir en salle, allez le soutenir. Il disait sur scène que un film de SF en animation, il y en a un qui est financé tous les 15 ans, à peu près. Mm-hmm. Donc, si celui-là, il marche pas, eh ben, on aura encore 15 ans sans SF en animation, de long métrage, voilà, financé. Parce qu'il y a quand même Léa Drucker au casting, et d'autres personnes, tu vois, de relativement oui, d'un certain renom quand même. Exactement. Au casting, ouais. Donc voilà. Donc super film, vraiment très très bon. En plus il y a Usul dedans. Moi j'ai mon petit cœur qui a battu. Ça m'a trop fait rire, même si j'aurais trop aimé qu'il lâche un salaud, mais il a pas pu. Donc voilà, c'est très drôle. Voilà, c'est je n'ai pas la ref, hein, oui, personnellement, je mais me doute. trop vieux. Merci. Bon, bah écoute. Voilà, grosse journée mercredi bien. du coup. Je veux beaucoup de choses de très bonne qualité. Et voilà. Après, je suis allé manger. Eh ben, parfait. Eh ben écoute, moi je suis allé voir. Alors une de mes marottes, un truc que j'aime beaucoup, moi c'est l'animation pour adultes. Il y avait une présentation de Warner Bros, HBO Max et Adult Swim. Mm-hmm. Donc ils font partie quand même de la même maison mère. Quand tu dis pour adultes, ça veut pas forcément dire pornographique, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. D'accord. Ça veut pas dire pornographique, ça sonne comme ça veut pas dire ultra-violence, ça veut pas dire, c'est juste que c'est des sujets, c'est des sujets pour adultes. Alors oui, il y a un peu de tripaille, oui, il y a du coup on se lâche plus, il y a du forcément. sang, il y a des références sexuelles, mais voilà, on n'est pas que là-dedans, quoi. Voilà, c'est vraiment pas oui, puis on va pas hésiter à montrer 18, un sein, quoi, on va pas hésiter juste oui, voilà, c'est ça. Ce genre de truc, ouais. Mais on n'est pas dans les bisounours et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc il y avait beaucoup de choses, ils ont présenté beaucoup de choses et c'est cool. Pour ceux qui connaissent Adult Swim par exemple, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties de Adult Swim, les Rick and Morty par exemple, pour ne citer que ça. Voilà, mais donc il y avait d'autres choses. Primal de mon chouchou Genndy Tartakovsky. Et d'ailleurs, on s'était arrêté à la saison 2 de Primal et qui se terminait. Donc on se disait c'est fini. Sauf que Adult Swim a teasé une saison 3. Ah, let's go. Donc voilà, mais avec d'autres choses, très certainement Genndy Tartakovsky aux manettes. Donc tant mieux, c'est cool. Mais on n'a vu aucune image, juste un Primal Season 3 en vert et voilà. Démerdez-vous avec tout ça. Mais en tout cas, c'est cool. Donc, ça veut dire que ça a bien marché, que ça continue. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu beaucoup de séries DC Comics. Ouais. Donc, il y avait du Harley Quinn, il y avait enfin, voilà. Donc, comme fait Marvel. Pas mal de choses. Voilà, comme fait Marvel, mais en série animée. Il y avait aussi du Scooby-Doo, du machin. Bon. Enfin, Velma, l'histoire de Velma, donc la geek. C'est celle en orange avec les lunettes, là, voilà, c'est ça. Ouais, okay. La geek de Scooby-Doo qui, ils ont déjà fait une saison 1. Et là, ils font une saison 2. Voilà, c'est lancé. Enfin bref, il y avait tout un tas de petites choses comme ça, moi, qui m'ont pas hyper parlé, ou en tout cas hyper hypé. Surtout dans les séries DC Comics. Bon, voilà, quoi, c'était...
Ok, c'était Harley Quinn et je sais pas quoi, voilà, qui était un peu plus virulente Ouais, au ça niveau avait pas l'air, des mots, au niveau de voilà des actions, des bidules, mais bon, ok, voilà. Ouais, ouais. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a vachement hypé. C'est une série DC Comics, mais qui s'appelle Creature Commando, qui va être pilotée entièrement par James Gunn. Donc James Gunn, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est les Gardiens de la Galaxie, c'est le deuxième Suicide Squad. Mais Celui qui a été apprécié en fait. oui, celui qui a été mieux apprécié Ouais. avec Weasel, là, l'espèce de loutre complètement timbré, et puis comment ça Ça quand s'appelle, même plaire, Peacemaker, hein. etc. Tu dis on aime pas, j'ai l'impression que ça plaît quand même. Les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même reconnu des Tout à Marvel fait. fans pour être quand même un truc qui se vaut, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis c'est quelqu'un qui va pas hésiter à pousser un petit peu certaines limites et voilà, pas hésiter à envoyer du pâté un petit peu dans le gore aussi et ok. tout ça. Donc voilà, dans l'action et tout. Donc bon, Il est pertinent dans ce truc. il est pertinent adulte. là-dedans. Voilà, tout à fait. Et là, il va vraiment être showrunner sur le show. Et aussi, ça va être fait cocorico par Bobby Pills. Oh, les fameux. Les Cassos, etc. Enfin voilà, comment ça s'appelle, Ver- Pipoudou. Oui, Pipoudou, entre autres. Et Vermintide. Putain, j'ai oublié le nom à chaque fois. Une espèce de petit insecte là. Ouais, j'ai tout à oublié. fait. Enfin Ouais. bon, voilà, donc c'est ces Français-là qui vont faire le truc. On a vu un léger teaser et honnêtement, au niveau graphique, c'était vachement chouette. Donc un côté très comics et tout ça, sans comics papier, hein, j'entends, sans trop faire du Spider-Man, Spider-Verse, mais parce que pas les moyens. Enfin voilà, c'est une série, c'est vraiment une série qui va passer sur des chaînes particulières du câble américain, mais en tout cas avec une patte graphique. Donc je pense que entre Bobby Pills, James Gunn, plus ce côté-là Ouais, il y a un artistique, bon mélange, à là. mon avis, ça va être sympa avec des genre le commando en fait va être fait avec des créatures du style, on avait Frankenstein, on avait la fiancée de Frankenstein, on avait Weasel justement, l'espèce de bestiole loutre complètement azimutée et tout ça. Enfin voilà, il y avait des choses qui avaient l'air de sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc c'était cool. C'était cool. En tout cas, moi ça m'a bien hypé. Et puis, il y avait une autre petite série que je ne connaissais pas, qui apparemment, ils en sont à la saison 2 ou 3. Ça s'appelle Smiling Friends. Et en fait, c'est l'histoire d'une entreprise, entre guillemets, c'est un dessin animé, hein, on est bien d'accord, série animée, où c'est des personnages qui ont pour mission de faire rire des gens qui sont tristes. Donc, et il y avait beaucoup de vannes, beaucoup de pics, un petit peu, un côté Seth Rogen, voilà, un côté Adult Swim, quoi, voilà, vraiment le ton Adult Swim et le côté, ils ont vachement insisté sur le fait que c'est eux qui avaient inventé et qui l'ont perpétré, le côté quarter comedy, c'est-à-dire des petites séries d'un quart d'heure en comédie pour adultes. D'accord, ok. Donc voilà, Primal en est un exemple parfait. Donc voilà, il continue vraiment là-dessus sur ce format-là qui est vachement bien, je trouve, parce que ça permet, comme Rick and Morty, comme voilà, ça permet de pas étendre trop le truc pour que ce soit trop lourd d'un coup en termes de vannes, en termes de voilà, de côté qui peuvent être un petit peu relou si ça sur dure trop longtemps. Terme. Voilà, mais en un quart d'heure, ça permet juste de prendre sa petite dose de ouais, bah bien sûr. Voilà. Ouais. C'est comme South Park, tu prends un film entier, ça devient un peu long, un peu lourd, alors que des petits épisodes de 20 minutes sont toujours hyper efficaces. Complètement. Ça se voit sur quoi ce genre de série là Alors ça, c'est Adult Swim, donc c'est malheureusement difficile à regarder. Je sais pas s'ils ont chaîne YouTube. Qui chaîne YouTube, ça les paye pas, quoi. Ouais, bien sûr. Piratage, n'en parlons même pas. Mais je pense qu'il faut peut-être voir du côté de. Bah par exemple Primal, tu l'as regardé sur quoi toi? Je l'ai regardé. Ah, tu l'as regardé, pardon. Bah oui, je l'ai regardé. La question qui fâche. C'est la question qui fâche, malheureusement, mais en même temps, ils en sont tout à fait conscients. C'est ce qu'ils ont dit, justement, au début. Ils ont fait, qui dans la salle connaît Adult Swim, a vu des trucs de Adult Swim, donc quasiment les 4/5 de la salle a levé la main. Qui l'a vu de manière légale? Et là, il y a eu 2 mains qui se sont levées, genre, je pense que c'était des Américains, ou voilà. Bah oui, et ils ont dit, oui, on sait, voilà, on essaye de faire des partenariats, de machin. Alors, je ne sais pas si, par exemple, avec
à Amazon Prime s'il y a des packs Adult Swim. J'avoue que je ne me suis pas renseigné, c'est honteux, c'est pas bien, mais, Non, mais je vais quand même regarder parce que c'est fou parce que Netflix pourrait très bien être client, enfin, tu vois. Oui. Totalement. Je comprends pas pourquoi. Totalement. Mais après, c'est des partenariats, c'est des trucs. Puis c'est Warner. Donc, est-ce que la Warner va être copain avec Netflix? Oui, puis je crois qu'ils veulent lancer leur plateforme aussi, ou ils l'ont déjà lancé, je sais plus, mais ouais. On se renseignera. Si je trouve des infos, je vous les mettrai dans les notes de l'émission. Je vous en reparlerai en tout cas, parce que voilà, moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup, l'animation pour adultes. Ok. Voilà. Donc, il y avait pas mal de choses vachement sympas et ça fait plaisir, en tout cas. Très bien. Beaucoup de nouvelles choses. Qu'as-tu vu d'autre? Eh bien, moi, on va continuer avec Bobby Pills, vu que tu les as évoqués. Ah, bah voilà. J'ai vu le début, une présentation de la série Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, pour le titre complet. D'accord. Parce que pour la genèse du truc, donc c'est une série qui est faite en partenariat avec Ubisoft, donc Bobby Pills et Ubisoft ensemble. Ubisoft cinéma, série, etc. Hein, c'est vraiment une branche un peu particulière. Et ils sont partis de Far Cry Blood Dragon, je crois que ça s'appelait, un DLC spécifique. Qui était la version un petit peu synthwave. Complètement, à 2 milliards de machin, tout ça, exactement ça. Ça et King Fury aussi, qui est un court-métrage, moyen-métrage, qui partait un peu pareil dans la vibe qui depuis quelques années est vraiment installée là de boomer revival, boomer années 90, hein, donc c'est plus vraiment des boomers, mais c'est souvenez-vous des années 90, comment c'était bien regardé. Et justement, ce qui chez Bobby Pills, ce qui eux les faisait un peu chier, c'est que ils en ont un peu marre quand même que ça tourne un peu à la blague, ce truc, tout le temps. Eux, ils prennent ça très au sérieux. C'est une culture dans laquelle ils ont grandi, 80-90, de tous les animés, Goldorak et toute la synthwave, etc., etc. Enfin, tu vois, je donne des exemples comme ça, mais vous voyez de ce dont je parle. Tout à fait. Et que eux, c'est un truc qu'ils kiffent vraiment, quoi. C'est pas un truc où on va juste faire un clin d'œil en disant ah regardez comme c'était rigolo, à la limite du ringardos, tu vois, le ringardos assumé, tu vois, puis et puis voilà, et on sait que ça joue sur la nostalgie, on s'en fout. Non, eux ils veulent prendre cette esthétique, la tritouiller et faire ce que les Japonais arrivent à faire très très bien, comme Cyberpunk par exemple, même si la série Netflix, hein, Cyberpunk. Ouais. Et ils veulent réussir à faire une série qui a toute cette esthétique, mais qui en même temps a un vrai fond, qui est une vraie série actuelle, et voilà, qui est super cool. Donc on a vu quelques extraits, ils nous ont un petit peu parlé de tout ça. L'idée pour Ubisoft aussi, c'était de mettre essayer de mettre toutes les licences de l'univers Ubisoft là-dedans. Sauf qu'ils ont été très malins, ils ont vraiment ils nous ont montré des fois des clins d'œil, t'étais là, mais jamais de ma vie j'aurais cru que c'était ça. Donc tu vois, ils ont fait ça de manière subtile. Ils ont pas fait limite trop subtil quoi. Ça. Ils vont pas mettre un Ezio, un mec de Splinter Cell et un mec de Ghost Recon en plein milieu. Rayman en néon. Voilà. Ouais. Bah alors tu fais pas si bien dire. Ah, merde. C'était la première rêve qu'on a eu en plein pot. T'as les deux persos qui discutent et puis la cam décroche et tu te rends compte qu'ils sont justement devant un néon énorme avec un Rayman. Donc c'est très marrant que tu dises ça du coup. Mais de manière globale quand même, c'est extrêmement subtil dans les références, j'entends, parce qu'après à l'intérieur, Bobby Pills arrêtait pas de dire. Déjà quand Ubisoft est venu les voir, ils ont dit vous êtes sûr vous êtes sûr que c'est nous que vous voulez? Ok. Et puis à chaque fois qu'ils mettaient des trucs un peu hardcore, même eux, ils allaient voir Ubi en disant ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on se calme un peu. Non, mais allez-y. Vous êtes sûr? Vous savez qui on est? Vous savez ce qu'on fait ou pas? Vous avez vu Pipoudou? C'était super drôle, vraiment, c'était super cool. Et puis même eux, je pense que ça se sentait, ils étaient quand même, ils ont quand même mis des beats et tout, hein, on va pas se mentir. Mais ils étaient quand même, je pense, très contents de pouvoir aussi en sortir un peu et de montrer que voilà, ils sont aussi capables de prendre des designs et de les pousser et de faire des trucs vraiment chiadés. Pas que du Cassos, sans blâmer Cassos. Moi, j'adore, je suis très client. Mais voilà, au côté style graphique, c'est simple, ça va à l'essentiel, quoi. Voilà. J'ai envie de te dire, au même niveau qu'on dit que Illumination ne fait que des mignons, pour moi, je fais la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, que ce soit les Cassos, Pipoudou ou Vermine un peu moins, c'est un peu plus. Ça me fait penser plus à comment ça s'appelait, les Lascars et tout, un peu dans ce délire. Mais voilà, il y a toujours ce côté un peu, ce trait un peu gros. Voilà, on va à l'essentiel comme tu dis. Et là, c'est vraiment cool. Ils ont fait toute une recherche de design et tout machin. C'était vraiment cool.
Je vais finir d'ailleurs sur la recherche de design. Justement, quand ils ont commencé à faire le perso et qu'ils se sont dit oh vas-y, j'aimerais bien réussir à faire ce qu'a fait tel ou tel artiste japonais. Et là, t'as Cyberpunk justement qui sort et les mecs ils font ah merde. Ah merde. Va falloir qu'on sorte les doigts. Ça va vraiment être chaud. Et d'ailleurs, pour finir, donc ils ont bien insisté que ils ont bien rappelé effectivement que ça n'a pas été simple. C'était compliqué. Il y a la sphère Ubisoft qui vient du jeu vidéo et la sphère Bobby Pills et tout qui vient plutôt de la 2D. Et tout ça, ça a pas été simple à mettre en place en termes de prod. D'accord. Voilà, ça a pas été de tout repos. Mais voilà, ils arrivent au bout. Ils sont encore en train de le finir. Et vraiment, ça a l'air vraiment original et chouette. Et c'est quoi grosso modo l'histoire alors si t'as un plot à nous, un synopsis Est-ce que je à l'ai nous écrit livrer. Je l'ai pas écrit parce qu'il me semble qu'ils sont pas allés à fond dans le détail de l'histoire en elle-même. Plus côté design en fait, histoire de la prod plus que histoire du. Ouais, il me semble. Parce que là, je suis en train d'essayer de me le rappeler là et ça me revient pas. Ok. Ça me revient pas. Bon, c'est pas grave. Merde, je sais plus. Ça a dû me sortir de la tête. En tout cas, c'était vraiment chouette. Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix. Remix parce que justement ils remixent toutes les licences d'Ubisoft. Okay. Mais au-delà de ça, c'est pas ça n'a rien de plus que ça. Voilà. Parfait. On va faire un truc qu'on a fait ensemble. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a vu. On est sorti de trucs adultes là. Mais ce qu'on a surtout vu ensemble, voilà, c'est Disney, la présentation du prochain Disney de Noël. Oui. Oula. Wish. Qui est Achat et la bonne étoile, je crois, en français. Ouais. Qui va être donc... Alors, on est d'accord, c'est l'année des 100 ans. C'est un film vraiment Disney-oriented pour les 100 ans. Mm-hmm. C'est joli. Alors, on avait une version whip de beaucoup de séquences. Il y avait même des séquences qui étaient encore en layout, avec les personnages qui n'étaient pas animés et tout. C'était joli visuellement, j'ai trouvé qu'il y avait des choses pour les images qui étaient le plus poussées, en tout cas, il y avait des choses qui étaient intéressantes en côté. Encore une fois, on est encore dans ce truc-là de 2D et demi, c'est-à-dire qu'on a tout fait en 3D, patin coup fin, mais avec un traitement d'image, un traitement des shaders, donc des matériaux, etc. On cherche à ramener de l'aplat, on cherche à ramener du cerné. Voilà, de l'aplat, exactement. Ouais. Pour rappeler le côté Disney, vous savez, la bonne époque des dessins animés 2D, mais en même temps avec de la 3D, parce qu'on a évolué. Enfin voilà, il y avait tout ça. Ouais. Il y avait plein de petits clins d'œil dans ce qu'on a vu aussi à toutes les prods Disney. Enfin, en tout cas, à beaucoup de prods Disney, du Frère des Ours, du Bambi, il y avait pas mal de choses comme ça. L'histoire, en gros, c'est dans un royaume imaginaire où les gens font des vœux et ces vœux sont mis sous forme sont matérialisés sous forme de bulles physiques avec leurs vœux à l'intérieur et gardé par un magicien qui, à un moment, exauce des vœux une fois tous les machins. C'est lui qui décide, etc. Parce qu'il a ce pouvoir-là, il a le pouvoir de garder les vœux et ensuite de les rendre réels et de les... S'il estime que c'est bénéfique pour exactement. Le monde. Donc, vous imaginez bien que ce mage va être un petit peu le méchant de l'affaire parce que il choisit ce qu'il veut et c'est lui qui a le contrôle. Mais la petite Achat, avec son grand-père qui a un vœu qui est beaucoup plus global, genre il veut le bien de l'humanité, de sa famille, de machin, tout ça, et elle veut que le vœu de son grand-père soit réalisé, et elle va essayer de devenir l'assistante de ce mage. Et elle va s'apercevoir de toutes ces manigances, etc. Voilà. Donc, en tout cas, de ce qu'on a vu de l'histoire, tu m'arrêtes si je dis c'est assez bêtise. juste. C'est assez juste. On a vu beaucoup de work in progress. Il y avait du layout, il y avait de l'anime, il y avait du compo, il y avait du semi-compo. Donc voilà. Bon, moi, je donne mon avis tout de suite. Ça m'a pas du tout convaincu. Justement, tout ce que tu viens de dire, c'est moi, je m'attendais à un film effectivement témoin de l'époque Disney et surtout comme ils nous l'ont pitché, c'était un retour à l'histoire de la bonne étoile en fait, en gros, globalement.
ou en tout cas de ce vœu que tu fais, de quelque chose qui, pour moi, est censé être immatériel en fait. C'est censé être beaucoup plus dans le suggéré. Et je m'attendais à ce qu'il retourne à ça en fait, à des trucs où d'un coup tu reviens dans du sensuel et tu reviens pas dans oh j'ai ton vœu dans une boule, je vais la détruire parce que je ne veux pas que ton vœu soit réalisé. Je suis le méchant. Moi je suis la gentille et je veux que les vœux soient réalisés. Et voilà, en fait très premier degré, ce qui m'agace énormément aujourd'hui dans tous les Disney qui font. Et voilà, et du coup je suis pas convaincu. J'attends de voir le résultat final quand même. Mais je pensais que vraiment ils allaient revenir à quelque chose de beaucoup plus seconde lecture, quoi, tu vois. Je comprends. Et là, le setup, ça fait, même j'ai presque l'impression de regarder. Alors, ça va être hardcore ce que je vais dire. Mais Shrek, quoi. C'est, tu sais, un château avec un prince dedans. Ah oui, d'accord. Je vois ce avec que tu vas cette dire. texture un peu bizarre, parce qu'en plus, c'est pas beau, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment pas beau. Alors, beau, c'est subjectif, mais dans la technique, il y a des décors et tout. J'ai l'impression que c'est des décors un peu de PS1. Alors, comme on a eu beaucoup de whip, je sais pas. Quand même, t'es costaud Si. quand même. Ah non, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est dans la façon dont ils font du cerné avec de l'aplat. En fait, à vouloir trop déconstruire, ils ont trop déconstruit, justement. Il y a plus de. Alors que c'est con, il y a des décors qui sont super jolis en plus. Je dis ça, c'est, tu vois, selon les plans, c'est pour ça que j'attends de voir le résultat final. Oui, complètement. Mais ils ont fait de la recherche et tout. Putain, désolé. Il tousse, je vais boire un petit coup, il s'étouffe. Alors, je reprends du coup. Moi, alors il y a, comme d'habitude, je l'ai dit à la première émission, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de chansons qui ne servaient à rien. Oui, on a parlé de ça voilà, aussi, ouais. bien évidemment, parce que qui ne servaient à rien, qui ne servaient à rien. Dont on s'en foutait parce que à un moment comme dans Moana tiens on va enchaîner deux chansons pour dire que la petite fille elle est triste et mais qu'elle a quand même l'espoir et après parce que il y a quelque chose de complètement incroyable qui arrive juste après eh bien ça va changer tout et toute la forêt et les animaux vont se mettre à chanter et à lui expliquer que nous sommes une unité et que il faut prendre soin les uns des autres. Mais du coup deux chansons d'un coup qui avaient-elles vraiment leur intérêt là-dedans? La deuxième, pour moi, avait plus, parce qu'il y avait ce côté, c'est la chanson de l'étoile et de machin, et de on est tous des animaux, et narrativement, il y avait effectivement quelque chose il se passait quelque chose pendant cette chanson. Je suis d'accord avec toi. S'il y en avait une des deux à garder, je garderais forcément la deuxième, mais la première, le côté émotionnel de oh mon Dieu je suis triste, mais il reste toujours un espoir voilà le côté Pinocchio machin bidule. Je pense qu'ils auraient pu. Alors tu vois par exemple si on compare à Pinocchio, il y avait beaucoup moins de chansons dans Pinocchio et pourtant toutes les émotions passaient. Et il n'y a pas besoin de ça. Et là, je pense qu'avec un très bon storytelling, des bons angles de caméra, de l'acting, du machin, je pense que effectivement, ils auraient pu sucrer cette chanson. Mais bon, il faut faire des ventes, il faut vendre des produits dérivés et des disques. Donc, on bourre. Faut qu'on arrive à 18 et 20 chansons, quoi. Je trouve que tu rejoins en fait en disant ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que même dans les chansons, c'est devenu premier degré. C'est devenu de la comédie musicale, ce qui n'était pas vraiment le cas. On t'explique les émotions au lieu de te les montrer. Moi, c'est ça qui me... Oui, puis on te montre en fait un truc, et après on va te refaire en chanson derrière l'état d'esprit de la personne, alors qu'en fait tu viens de le vivre déjà. Moi, c'est ce que j'aime pas dans la comédie musicale, c'est cette redite, tu vois. Et c'est ce que j'aimais dans les anciens Disney, c'était tout d'un coup t'as... Je sais pas, tu veux le plan de Scar ou Simba qui veut être roi et machin, et là, là, ça part en couille parce que t'es dans son délire et tu rentres dans le perso et tout. Voilà, bon, ouais, c'est juste une meuf qui est en train de chialer parce que elle peut pas faire son vœu ou je sais pas quoi. Bon, je suis un peu sévère, mais moi, alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient à 50% du projet. Oui. Il reste 5 mois pour le sortir. Je peux t'assurer qu'ils sont en train de crever là-haut. C'est pour le 29 novembre, normalement. Ouais. Voilà. Donc à mon avis, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils devaient pas vraiment savoir au départ ce qu'ils voulaient écrire. Il y a eu beaucoup de réécriture. La preuve, ce qu'on a vu, c'était vraiment des séquences où t'as un plan en compo, puis d'un coup t'as un plan en layout, et puis d'un coup t'as un plan en compo. C'est le truc typique du projet qui est pas écrit très convenablement et qui du coup est hyper work in progress. Encore 5 mois avant la fin. Donc je pense que maintenant ils sont un peu coincés parce que c'est quand même le film des 100 ans. Ils sont obligés de faire un truc grandiose. Du coup, ils rajoutent de la musique à l'appel et des trucs avec beaucoup de FX et tout. Parce que la deuxième chanson ressemblait justement pas mal à Simba et tous les animaux. Là, il y avait vraiment beaucoup de trucs à l'image.
Il y avait de ça, il y avait du Blanche-Neige quand elle se réveille chez les nains et qu'elle fait la vaisselle et la cuisine. Tiens donc. Et le ménage et tout ça, et qu'il y a tous les animaux qui l'aident, etc. Voilà, il y avait ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gros clins d'œil à tous les films Disney et voilà. Donc, et puis j'ai trouvé, pour terminer, je pense, le design des personnages, j'ai trouvé extrêmement proche des derniers Disney qu'ils ont fait, par exemple Réponse, au niveau du visage et tout ça, je me suis dit c'est ah oui, ça fait un moment qu'ils traînent autour du même design. Voilà, c'est Réponse et tout ça là, tous ces personnages, alors qu'ils sont pas moches en soi, on soit bien d'accord, mais Achat, je l'ai trouvé vraiment particulière. J'ai bien aimé, ouais, ce son côté tresse collée d'un côté, les cheveux détachés de l'autre. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la silhouette du personnage, en tout cas du visage, c'est un petit, il y a un côté. C'est un standard. C'est ça, c'est le standard. On a mis la pommade et on a mis d'autres cheveux que Réponse, tu vois. Mais au final, ça ressemble un petit peu, quoi. Voilà. C'est là où ils se sont pas réinventés. Ils se sont pas réinventés du tout. Ils sont un peu coincés. C'est en 2D, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur les designs des persos. En 3D, ils ont trouvé le modèle qui fonctionne vraiment bien. Mais maintenant, en sortir, ça devient chaud. C'est un peu ça. Je suis assez d'accord. C'est un peu ça. Bon, bref, voilà. Et puis en plus, il y avait, alors en plus de tout ça, parce que c'était Jennifer Lee, la creative director, je crois, de Disney. Et réalisatrice de Frozen 2. Réalisatrice de Frozen 2. Ou productrice de Frozen 2, une des deux. Enfin bon, bref, c'est dans le top 5 de chez Disney. Qui nous a présenté tout ça, alors très gentiment, très presque, enfin j'avais l'impression que c'était vraiment sincère, enfin en tout cas que voilà, qu'il y avait vraiment de la sincérité. T'as deux doigts de chialer sur scène et tout, donc non, il y avait beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions à cette séance, et puis on a re-eu nous, on a été avantagés puisque nous l'avions déjà vu à la cérémonie d'ouverture, mais il y a re-eu le film des 100 ans. Qui retraçait, voilà, je refais pas tout le pitch, mais Once Upon a Studio, je ne sais pas comment et quand on va pouvoir le voir, ce truc-là, parce que... il sera projeté avec Wish. Il sera projeté avec Wish. Voilà. Et donc, j'avoue que on s'est fait d'ailleurs la réflexion avec Jean-Christophe Rodier de 3DVF, qu'on salue, salut JC. On s'est fait la réflexion parce qu'on l'avait vu, nous, 2 fois. Et à la 2e fois, ça nous a encore plus... transporté, et on a encore eu plus les larmes aux yeux en voyant ce petit court-métrage. Alors je sais pas toi, je pense que je me suis laissé plus emporter en fait. La première fois, j'étais un peu en mode analytique, tu vois, et essayer de voir tous les persos et tout. La 2e fois, je me suis laissé porter par le truc, effectivement. À la fin, j'étais là, oh, les enfoirés. Ouais, vraiment, c'est vrai. C'est un puis tout un tas de petits courts-métrages aussi, sur des il y avait Monsieur Sherman là, qui a fait beaucoup de musique pour notamment la musique de Pinocchio et qui jouait ça à Walt Disney sur le piano dans le bureau de Walt Disney machin et tout, c'était super intéressant. Et puis pareil, alors il y avait peut-être un petit côté des magos, machin, regardez comme on fait pleurer, mais en même temps j'avais vraiment l'impression que c'était sincère. Pourtant moi je suis pas un Disney fan, qu'on soit bien clair là-dessus. J'aime bien Disney, mais enfin c'est pas non plus, voilà, je fais pas ma prière à Disney tous les soirs. Mais ça m'a touché. Vraiment. Ils sont devenus clichés parce que ils sont devenus, enfin ça fait 100 ans qu'ils sont là et qu'ils ont fait les plus gros films en fait. Ils sont devenus clichés d'eux-mêmes en fait. Oui. Mais ça n'empêche que je pense qu'il y a un vrai fond de vérité. Ouais, complètement. Bien sûr. Complètement. Donc voilà, c'était très bien. C'était chouette quand même. Dans les trucs moins chouettes, comme ça je les évacue vite fait. Évacue-moi. J'ai eu la chance de voir les premières images aussi de Troll 3, les Trolls 3. De DreamWorks du coup. Oui, ils ont décidé d'en faire un 3e. Ouh là là. Il paraît que j'ai vu la bande-annonce. Il paraît que les films sont pas ignobles pour autant, mais moi ça me parle pas du tout. Alors juste pour l'anecdote, c'était vraiment la séance où je me suis senti le plus boomer toute ma vie. C'était vraiment à chaque fois qu'il montrait un personnage, il montrait la doubleuse à côté ou le doubleur, et c'était un chanteur très connu, et tout le monde était là. Mais pas de toi. Waouh. Et moi j'ai fait ok d'accord, je sais pas qui c'est. Voilà. On va aller voir c'est sur comme ça Google. qu'on sent mieux mon petit Néo. Voilà. Donc là j'ai compris. Et donc voilà, juste pour pitcher rapidement, Trolls 3, le personnage principal en fait quand il était plus jeune, il faisait partie d'un boys band, façon alliage et tout le bazar. Le boys band s'est éclaté évidemment parce qu'ils se sont embrouillés comme d'habitude. Et dans leur monde actuel, il y a des nouvelles stars plutôt façon Lady Gaga, etc. qui arrivent, qui kidnappent les trolls qui étaient boys band à l'époque et qui se servent de leur pouvoir pour chanter.
Et donc, le personnage principal va se mettre en quête d'aller les sauver. Pour sauver l'humanité, évidemment. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Sinon, bon, voilà. Heureusement, j'espère que les To Be Free vont nous aider. Il y a certainement une apparition de Philippe. non, je crois qu'en plus, malheureusement, oui, je crois c'est celui qu'il est qui est décédé. mort. Bon, on n'a rien dit. F dans le chat. Non, voilà. Bon, c'était très pas marrant. Très pas marrant. L'anime était ok. Je comprends pas pourquoi les designs sont vraiment ouf à la façon Yellow Submarine par exemple des Beatles et tout là, tu vois, très coloré avec des formes très rondes un peu partout et tout. Mais je ne sais pas pourquoi ils arrivent pas à intégrer ça dans leur film. Tu vois le film, il est lisse as fuck et as f pardon. Et voilà. Bon, bref, c'est très bien animé, c'est relativement joli. Mais c'est le troisième opus d'un truc et dont tout le monde se fiche un peu en vrai. Oh non, peut-être que tout le monde s'en fiche pas, mais tu sens qu'il tire un peu sur la corde pour faire marcher la machine à cash, quoi. Ouais. Et enfin derrière, on va se faire griller par DreamWorks. Mais non, parce que derrière on va parler d'un autre film qui m'a beaucoup plus plu. C'est vrai. Derrière, juste après ça, je suis allé voir Disney, un documentaire, avec toutes les personnes de Disney justement, les anciens, qui raconte. Ça s'appelle Pencils versus Pixels et ça raconte ce passage de la 2D à la 3D. Quand est-ce que la 3D a commencé, même pas la 3D, la technique déjà de base, la technologie a commencé à s'introduire chez Disney et ensuite comment la 3D est venue mettre un coup dans l'animation 2D et a fait que tout s'est un petit peu arrêté. Donc grosso modo, pour replacer historiquement, c'est un peu les années 90 quoi. Oui. Et puis ils reviennent vraiment dans le docu. Le docu est sympa. Il est ultra Disney orienté, c'est juste ça qui m'énerve. Mais il est vraiment sympa et il revient sur le tout début de Disney jusqu'à pour vraiment montrer justement redonner des lettres de noblesse en fait à la 2D globalement. Et arrive à ce moment où la 3D arrive avec Toy Story etc. Qui vient du coup que en fait que Disney eux-mêmes, même s'ils osent pas l'avouer dans le documentaire, ont décidé d'arrêter la 2D quoi et de tous aller vers la 3D. Allez, c'est par là qu'on y va les gars. Et donc maintenant ils reviennent en pleurnichant en disant non mais vous avez vu quand même la 2D c'était cool hein. Bah oui c'était cool effectivement. Alors par contre ça vendait pas voilà. Mais donc ce qui a un peu énervé quand même pas mal de gens c'est que les gars c'est vous qui avez décidé d'arrêter ça. Donc venez pas nous la jouer. On était nobles, aujourd'hui on s'est fait bouffer par la 3D et en plus je trouve que c'est légèrement déplacé parce que t'as un peu l'impression qu'ils attaquent Pixar tu sais. Ouais. Un peu en side tu vois. Donc je sais pas, il y a un truc un peu étrange. C'est très beau quand tu le regardes comme ça de loin, mais quand t'es un peu critique, tu dis ouais les gars, vous abusez. Surtout que ils arrêtent pas de dire oui non mais de toute façon la 2D est morte, elle n'existe plus, etc. pendant toute cette période. Et vous êtes fous quoi. Oui, il y a une autre partie du monde aussi qui existe en fait en vrai. Juste, je sais que vous l'avez nucléarisé, mais il est pas mort pour autant. Hein donc Miyazaki, on parle du Japon, Akira, Tezuka, tout ça. Enfin il y en a eu de l'anime 2D et je vais dire même, c'est les seuls qui ont continué à fond là-dedans. Pendant toutes ces années-là, depuis que la 3D a envahi le monde. Et même, alors, en parlant de ça aussi, tout ce qui est pays de l'Est, il y a eu beaucoup de choses aussi, côté Hongrie, Pologne, etc. Il y avait beaucoup de choses. Après, c'est pas des films qui... moins, bien sûr. Parce que le cinéma asiatique, par contre, d'animation, il est hyper imposant. C'est pas un truc de niche que personne ne regarde, tu vois. Bien évidemment. Donc, un petit peu surpris. Mais bon, le docu, il est sympa à regarder. Puis il y a des passerelles quand même entre la 2D et la 3D. Il y a Glenn Keane qui dit 2-3 trucs super cool sur comment lui, il y a trouvé un intérêt dans Tarzan ou dans Réponse. Dans un autre sens, c'est-à-dire que dans Tarzan, c'est plutôt tiens, j'aimerais bien faire une animation dans la profondeur. Comment la 3D peut m'aider à aller jouer sur les lianes comme ça et sur les troncs et tout machin. Et dans Réponse, c'était plutôt dans l'autre sens. C'est tiens, il y a de la 3D. Comment moi je peux ramener mes dessins en retech pour ramener en fait ce petit côté dessiné sympa qui a d'ailleurs convaincu tout le monde. Même si les gens savent pas pourquoi ils ont aimé Réponse, en fait c'est grandement pour ça. Ouais. C'est qu'en fait il y avait derrière une passe d'un artiste comme Glenn Keane. Mais je pense que c'est d'ailleurs un des artistes qui est un des artistes quand même majeurs de cette période-là qui a su vraiment faire la transition de 2D 3D. Et ça se voit dans le documentaire, c'est ce que j'ai aimé. On voit les 2-3 personnes comme ça qui ont pris le temps de comprendre ce que c'était. Ouais. Et en même temps tu comprends aussi les gens qui ont vraiment été mis sur le carreau du jour au lendemain parce que c'est bon, votre art ça vend plus, on s'en fout les gars. Et ça, j'avoue, tu rentres forcément en empathie avec ça quoi. C'était vraiment dur. Même s'ils l'ont un peu provoqué. Voilà, à toi. C'était le petit message. On va se faire griller partout, mon petit Néo. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, oui, j'ai vu la cérémonie des prix spéciaux
Alors les prix spéciaux, c'est quoi? C'est des prix Canal+, c'est des prix France Télé, c'est des prix. Voilà, c'est pas les cristal de machin tout ça, les grands prix. Ouais. Dont tu vas parler tout à l'heure. Ouais. Mais là, c'était certains prix spéciaux par exemple, ça récompensait une expérience VR. AR, enfin XR comme on dit. Il y avait aussi des courts-métrages particuliers, il y avait un prix de la ville d'Annecy aussi. Un prix de la ville d'Annecy, exactement. J'ai l'impression que c'est des prix, on a envie d'en faire un, hop, on met dans les prix spéciaux. Oui, ça fait des prix, mais en même temps, voilà. Et alors moi, il y a deux choses qui m'ont bien plu, enfin même trois, parce que je veux parler d'un troisième truc, mais il y a déjà eu un prix jeunesse qui a été où le jury était des enfants. Ah ouais. Il y avait une classe de CM2, enfin il y avait quelques élèves d'une classe de CM2 et quelques élèves d'une classe de 6e, donc très jeunes quand même. Très jeune pour le coup, ouais. Mais à qui s'adressent les dessins animés? Alors oui, en plus c'est moi qui dis ça. Les dessins animés ne sont pas faits que pour les enfants. Voilà, on est bien d'accord, mais majoritairement, quand même, il y en a beaucoup pour les enfants. Ah oui. Qu'on soit bien d'accord. On peut quand même pas nier ça. Il y a le côté dessin animé imaginaire, je vous la refais pas. Mais là, du coup, je trouvais ça tellement pertinent que ce soit des enfants qui votent pour leur court-métrage préféré et leur long-métrage préféré. C'est trop cool. Bah oui, ça a du sens plutôt que des gens. Alors oui, je comprends que ça ait du sens que ce soit des adultes, que ce soit, mais qui vont voir autre chose, une deuxième lecture, machin, tout ça, voilà. Le côté technique, le côté... Mais pas que, quoi. Enfin, Et puis, c'est pas parce que toi, tu trouves que le film, il a 5 lectures profondes qui te remettent ta vie en question que c'est le meilleur film de tous les temps. En vérité, si dans une salle de 12 000 personnes, t'en as 11 999 qui ont chialé parce que juste ça les a fait chialer, point. Et que toi, par contre, t'as pas aimé parce que t'as préféré un court-métrage arty... désolé mec, c'est la vraie vie en fait. Les gens ils aiment ça. Ça te plaît pas, d'accord, mais complètement. Et puis je trouve qu'il y a un côté innocent, super cool quoi. Ouais. Ils sont moins attachés justement à cette deuxième lecture et alors, tout, même si. Attends. En vrai, tu dis innocent. Ils comprennent des trucs. Ouais. Honnêtement, ils étaient pas si innocents que ça, parce que vu comment ils ont. Vu comment ils ont dit. Ils avaient préparé un petit speech, alors c'était super mignon. Il y avait trois gamins de CM2 qui sont arrivés sur la scène. Bien habillés, tout ça, et on sentait qu'ils tremblotaient un peu et tout, c'était trop mignon. Mais ils ont expliqué, ils avaient préparé un petit speech pour expliquer pourquoi ils avaient choisi tel et tel court-métrage, le court-métrage et le long-métrage. Pourquoi ils avaient choisi ça? Parce que c'est touchant, parce que ça parle de diversité, parce que ça parle de... Voilà, tu sentais qu'il y avait quand même... C'était bien préparé avec les profs, mais il y avait des choses qui étaient effectivement... tu sentais que ça venait d'eux. Ouais, ok. Vraiment que ça venait d'eux. Même si ça avait été rédigé, ça avait été rédigé pour faire cérémonie, etc. Bien sûr. Mais c'était ce qu'ils voulaient dire. Mais c'était vraiment ce qu'ils voulaient dire, et on sentait qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient, enfin de leur critique. Et justement, la présentatrice a dit, mais ouais, vous êtes, non, c'était même une réalisatrice qui a dit, je sais que vous êtes limite beaucoup plus critique que certains critiques. Intéressant, ouais. Et elle a dit, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, et je préfère, enfin, je suis extrêmement touché, peut-être même plus que si j'avais reçu, alors peut-être pas le cristal, faut peut-être pas déconner, mais en tout cas un autre prix désigné par des adultes. Ça, je veux bien le croire, parce que je pense que vraiment avoir un groupe d'enfants qui vraiment t'attribue un prix, enfin c'est pas juste ils ont rigolé devant ton truc et voilà quoi. Complètement. Il y a une vraie considération, c'est un peu... C'est étonnant, quoi. Puis c'est le public auquel tu t'adresses quand tu fais un truc comme ça, et du coup, si le public cible te récompense, c'est bien mieux que des gens contre lesquels je n'ai rien, mais des gens du Point, de Télérama ou du Monde. Ouais. Tu vois. Ah, c'est sûr. Et comme je dis, il y a une telle légitimité à ce type de jury que je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus, au moins dans ce festival, et peut-être dans d'autres. Alors après, les autres, on les connaît moins, qu'on soit bien d'accord, mais je pense qu'il devrait y avoir plus de jurys d'enfants
pour ça. Oui, et puis j'ai envie de te dire d'enfants de différentes classes aussi, parce que Annecy c'est quand même un festival, voilà, ça demande de l'argent de venir ici, il faut quand même Bien être sûr. relativement machin. Après, c'était des écoles d'Annecy, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, mais c'est sûr que voilà, ça serait très intéressant d'avoir justement des retours de classes populaires et tout ça, genre d'enfants qui sont pas forcément confrontés à l'animation quotidiennement, tu vois, ce genre de truc aussi, parce que je pense que tu aurais des retours très différents. Et ce serait passionnant à avoir. Complètement. Ouais. Donc voilà, donc il y avait ça. On a vu aussi, offert par Pixar, on a eu le petit court-métrage Cars Date, qui est en fait la suite, enfin un court-métrage à la suite de Up. Voilà, c'est ça, de là-haut. Où on voit Carl, donc le vieux monsieur avec le chien Doug qui parle là, avec son collier qui parle. Yes, ouais. Doug va avoir un rendez-vous. Carl va avoir un rendez-vous galant, mais on sent c'est très touchant parce qu'il regarde la photo de sa femme, il regarde tout ça, donc il y a tout ce rapport-là qui est non dit. Ah merci, voilà, qui est vraiment suggéré et tout ça, et Doug qui va l'aider, le chien qui va lui dire non, faut que tu lui apportes un cadeau et tout. Enfin, je vous le dévoile pas trop parce que c'est vraiment super mignon. Et c'est vraiment dans la même veine, hein, dans le même voilà, ils ont repris exactement le même jus que là-haut, quoi. C'était super. Et il y a un autre court-métrage moi qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est alors qui était en plus dans le thème mexicain. C'est j'ai plus le nom. Veggie quelque chose. C'était en fait un western, une espèce de western, mais donc en 3D, avec tout était fait avec des légumes. Ouais, bah oui, d'où le nom. Donc des légumes en 3D, hein, bien évidemment, mais genre le cheval c'était un radis blanc, etc. Enfin voilà, il y avait plein de trucs. Le héros, enfin un des héros, c'était une pomme de terre. Il y avait la princesse à sauver, c'était un avocat, etc. Et ils se fight et tout ça, ils se shoot jusqu'à ce que la princesse, enfin la fille à sauver, tombe du haut d'un balcon, donc en avocat, elle s'écrase sur un citron qui était là, qui n'avait rien demandé à personne, et d'un coup il y a boum la recette du guacamole. Et ensuite il y a un autre gars qui tombe, qui tue le méchant et qui se jette par-dessus le balcon sur voilà, ça tombe sur tout ça justement, et qui fait le guacamole, et puis c'est avec la recette, etc. Donc c'était très très drôle comme ça. Voilà, c'était un petit court-métrage, mais hyper nerveux en plus. C'était pendant la cérémonie des prix spéciaux. C'est ça. C'était pour faire une petite pause entre chaque prix ou entre chaque fois. Oui, ils ont fait la même à la cérémonie de clôture, effectivement. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour la cérémonie des prix spéciaux. Très bien. On a eu aussi le barbecue Disney, on y est allé parce qu'on a été invités, et on les remercie quand même, et qui était sympa. Oui, alors effectivement, moi je suis pas resté très longtemps parce que quand j'ai vu la queue pour la nourriture, j'étais là bon, Et il y avait la queue pour la bouffe. Et puis voilà, Annecy c'est souvent le moment aussi où on rencontre un peu tout le monde du milieu, et je commence à avoir beaucoup de gens en fait à voir quand je viens à Annecy. C'est un peu compliqué. Non, mais pas forcément pour ça, mais c'est que j'ai commencé à faire pas mal de boîtes, c'est juste ça. Je suis pas connu, pas du tout, on s'en bat les couilles. C'est juste que je commence à avoir pas mal de... Et du coup, ce soir-là, c'est le seul soir où je pouvais aller voir une certaine partie de ces gens. Donc j'ai dit bon, ok, je viens boire un petit coup, je rencontre 2-3 personnes et puis hop, ça dégage, parce que voilà. Mais toi, tu y es resté longtemps. Ah ben j'y suis resté quasiment jusqu'à ce que ça ferme. Je suis un pilier de bar, moi, vous savez. Mais non, mais c'était très sympa. Voilà, bref, voilà, c'était le petit barbecue. Oui, ça vaut le coup. Le petit, une fois. le gros, le barbecue Disney. Voilà, on a pu discuter avec plein de gens, donc peut-être faire des émissions, des trucs. Voilà, ça permet de faire du réseautage aussi. Oui, en fait, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent d'y aller. J'ai pas l'impression que ce soit un lieu pour les étudiants vraiment, en vrai. Non. C'est pas un lieu pour les étudiants dans le sens où tu vas pas déposer ton CV, quoi. Mais c'est quand quand tu es dedans, ça te permet de rencontrer peut-être de manière plus calme des gens comme Christophe Serrand, des gens comme on a revu Diane et Jean-Jacques Launier du musée des Arts Ludiques, qu'on salue, bon courage pour vos travaux, parce que ça traîne un peu en longueur, ils en peuvent plus, ils trépignent d'impatience. D'ailleurs ils font une expo, je place ça comme ça, ils vont faire une expo à Landerneau en Bretagne sur John Howe, qui est un des dessinateurs phares avec Alan Lee de tout l'univers de Tolkien. Ok. Ah oui. Donc et je crois que ça dure pendant quelques temps. Donc renseignez-vous. L'expo va commencer là dans quelques semaines et va durer quelques
mois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils trouvent des lieux entre-temps. Donc si vous aimez ce genre de trucs, bah cet été, faites-vous une petite virée en Bretagne, à Landerneau. C'est sympa, il y a Brest à côté. Voilà. Les BZH. La côte voilà, la côte nord est jolie aussi. Donc voilà. Oui, donc voilà, tout ça pour dire que c'est effectivement pour réseauter. Donc si t'es un étudiant et que t'es à l'aise avec ça, pourquoi pas. Mais en vrai, il y a pas de goodies, tu vois pas grand-chose en termes de visuel, il y a pas d'expo, il y a pas d'image de Disney, il y a pas, c'est vraiment ça picole, ça boit et ça déconne et ça parle entre professionnels, quoi. Ouais, complètement. Donc, bon. Complètement. Voilà, bah, c'était la petite partie barbecue public voici VIP. Voilà. Oui, c'était cool. On l'a eu. On a été un petit peu upgradé cette année. C'est pour ça qu'on a accès aux cérémonies et à ça, c'est vraiment sympa, c'est vrai. J'ai vu aussi. Alors moi, c'était hier matin où j'ai vu un film. Je vous en avais parlé déjà dans la première émission. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'était à la première émission où j'avais vu Nezumi. Je vais y arriver. À tes souhaits. Nezumi Kozo Jirokichi. Très bien. Quasiment du premier coup. Qui est un court-métrage de Rintaro. Okay. Donc Rintaro qui a travaillé beaucoup avec Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, et qui a réalisé Galaxy Express. Et c'est là que j'en avais parlé de Rintaro, parce que c'est lui qui a réalisé en tout cas le premier film Galaxy Express 1999. Et qui a fait Metropolis, Metropolis, pas celui de Friesland, bien évidemment, mais en tout cas le remix, en tout cas, j'ai plus les mots. Le remake, voilà, ouais. Merci. Oh là, putain. c'est dur, hein, on est dimanche matin, mais on a toute la semaine dans les pattes. Ouais. Donc le remake en Japanimation, qui avait fait Astro le petit robot, etc. Enfin, pas mal de choses, et c'est un grand de l'animation japonaise. Ouais. Et ce monsieur a quand même 82 ans. Il se porte comme un charme. J'aimerais énormément être comme ça à 82 ans, parce que il a pas de canne, il se balade quand même, il dit oh mais je marche lentement, je l'ai vu marcher honnêtement, ça va, ça marche quand même, hein. Donc voilà, donc il y avait ce court-métrage, il est revenu au court-métrage, il avait dit j'ai jamais fait de court-métrage et je voulais vraiment en faire un. Et là c'est un court-métrage sur un réalisateur japonais qui n'a fait que quelques films, mais qui ont quand même marqué leur époque, et surtout au Japon, et culturellement il est très important, ce monsieur, qui a fait des films sur des yakuza, samouraïs, etc., avec des émotions. C'est-à-dire ce n'était pas des yakuza et samouraïs qui étaient très froids et qui ne montraient absolument jamais leurs émotions. Là, on était vraiment dans les émotions dans ces films. Et donc là, en fait, il montre ce type-là qui est en train de réaliser un film. Et on voit l'histoire du film, donc alors, ça raconte l'histoire, le film de ce réalisateur-là raconte l'histoire j'ai envie de dire d'une espèce de Ronin, Ronin, comment on peut dire, voilà. Donc un samouraï un petit peu mercenaire, qui donc s'appelle Nezumi Kozo Jirokichi, qui est une espèce de Robin des Bois japonais. Grosso modo, c'est ça, c'est-à-dire que il pique aux riches ou en tout cas à la mafia pour redonner aux pauvres. D'accord. Et au Japon, c'est vraiment presque comme nous, Robin des Bois, quoi. Voilà, c'est vraiment un personnage hyper important dans leur culture. Et donc on voit tout ça. Et au niveau graphique, donc c'était de la 2D, et c'était surtout en noir et blanc, pas tout à fait en noir et blanc, mais en bleu et noir. Ok. Donc on avait l'impression presque de voir un petit peu comme de la porcelaine japonaise, comme du Blue Jacks, etc. Je sais pas si ça va parler à certains, vraiment comme sur certaines poteries vraiment de porcelaine. Alors sans avoir le rendu porcelaine, hein, on s'entend, mais du coup on avait, au lieu d'avoir du blanc, on avait du bleu, et dans le noir on avait du bleu aussi, donc en nuance de bleu. La matière c'était quoi, de la peinture, du crayon? Non, c'était du crayon. C'était vraiment du crayon, du stylo ou du crayon, vraiment? Non, comme un dessin animé, comme un japanimé, quoi. D'accord. Vraiment ça, quoi. Ok. Mais et avec une esthétique presque d'estampe japonaise, enfin il y avait vraiment des choses graphiquement qui étaient très très chouettes.
du mal un petit peu à rentrer dans l'univers, surtout si moi je connaissais absolument pas le personnage, qui se faisait appeler le rat d'ailleurs, parce qu'il s'infiltrait partout, etc. Vraiment Robin des Bois, quoi. Enfin, vraiment, ayez cette image-là. Et mais une fois que d'un coup on comprend, on raccorde un petit peu les fils, le machin, le truc, et l'histoire, elle est super bien. Et graphiquement, c'est très joli. Ok. Et pareil, Super. ça s'éternise pas. Alors par contre, vu que c'était dans les années 10, 20 que ce réalisateur avait fait ses films, c'est comme un film muet de l'époque, comme The Artist, c'était des cartons, donc qui expliquent vraiment ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc et qui disent les lignes de dialogue, etc. Donc et avec une musique presque jazzy qui était vachement prégnante, qui aussi faisait partie de l'ambiance, qui était comme un personnage. D'accord, ok. Voilà. Donc c'était très chouette, Oui, bah, vraiment bien. très chouette. Et puis après il y a eu toute une conversation avec Rintaro, entre Marcel Jean et Rintaro, et voilà, c'était super. Et ce monsieur mérite tout mon respect. Et ils ont dévoilé la plaque de Rintaro qui va être sur le Sur Walk le of fameux Fame. Walk of Fame, d'accord, Voilà, très bien. d'Annecy au Havre. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je crois que toi, il te reste que la dernière qu'on n'a pas encore évoquée, qui est Alors, Ruby. la dernière. Alors, avant Ruby, moi j'avais autre chose. Alors vas-y. J'avais une masterclass avec Yann Kounen. Qui est ce monsieur? Parce que tu me l'as dit, mais je ne savais pas qui c'était. Et oui, Yann Kounen, c'est un réalisateur français qui a fait, par exemple, 99 francs, qui a fait Blueberry, qui avait fait aussi Doberman, entre autres. Pas de l'animation. Donc, pas de l'animation, mais il a fait des études, c'est ce qu'il expliquait justement, il a fait des études de dessin, il voulait faire de la BD. Il a toujours intégré un petit peu l'animation dans ses films, notamment, il travaille toujours avec MacGuff, pas avec Illumination, hein, avec MacGuff, qui lui ont fait toujours ces séquences de 3D, de cartoon, par exemple dans 99 francs, d'ailleurs il nous montrait l'extrait, il y avait toute cette séquence où ils sont en voiture, je sais plus où c'est, à Palm Beach ou je sais pas quoi, et où ils prennent un acide, et où ils partent complètement en vrille. Voilà, c'était, et j'avoue que ça faisait un petit peu d'écho avec certaines choses qui se sont passées, enfin certains événements d'actualité qui se sont passés avec un certain comique Pierre Palmade. Et j'avoue que ça m'a fait un putain d'écho. J'ai pris un coup de batte comme ça, là. J'ai fait, ouais, la vache. Ah ouais, donc c'est en gros ce qui s'est passé, en fait, dans le truc de Palmade, quoi, dans l'histoire de Palmade. Donc c'est malheureux, hein, mais voilà. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, il y avait toute une séquence comme ça qui était dessinée et animée dans ce film et qui a été fait par MacGuff, etc. Donc, il a expliqué vraiment son rapport avec l'animation et que il voyait toujours, alors le dessin, la BD, mais aussi l'animation, mais qu'il n'était jamais rentré complètement dedans. D'accord, et là il a fait des expériences XR en plus. Il avait fait un truc XR parce qu'il a. Alors XR. Alors XR c'est AR, donc Augmented Reality, donc avec les casques. Déjà. Voilà, et VR, donc c'est avec le casque complet. Ah oui, ils mettent les deux en fait. XR c'est la c'est le mélange des deux. C'est ce qu'on dit la mixed reality. C'est un coup tu peux être. Ceux qui ont vu la démo du casque Apple, c'est vraiment ça. Du Apple Vision Pro là, c'est où tu peux être complètement immergé ou à moitié. Donc il a fait ça, il a essayé ça. Donc il a fait des expériences comme ça, et puis surtout il expliquait que, par exemple pendant le tournage de Blueberry, il a eu des voyages en Amazonie et qu'il est allé voir les indigènes et qu'il est rentré dans le monde chamanique. Il a découvert le monde chamanique, mystique, etc. avec tout ce qui est champignons, hallucinogènes entre guillemets, etc. Enfin toutes les choses comme ça pour rentrer dans l'inconscient. Enfin voilà, pour les médecines et tout ça. Donc il a vraiment eu un côté, une réelle grosse expérience mystique indigène, et ça lui a changé la vie, ça l'a vraiment transformé. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté-là dans Blueberry, dans le film avec Vincent Cassel, où il y a toute une expérience, enfin tout un truc, toute une séance et tout ça, une séquence pardon, en 3D là-dedans. Et il disait, je voulais vraiment avec ça, donc c'est grâce à ça qu'il a fait cette expérience, ce truc VR. Et là, il est vraiment rentré complètement dans l'animation parce que il va sortir 2 films, un qui s'appelle Le Peuple de l'arbre, pas le peuple de l'herbe, mais Le Peuple de l'arbre.
On a vu quelques images, il nous a pas trop dit le scénario, etc. Parce que c'est vraiment en early production. Et on a vu quand même quelques images. C'est joli, c'est vraiment joli. Donc la full 3D, probablement du temps réel, à ce que j'ai pu regarder, à ce que j'ai pu voir. Et puis aussi, il est en train de travailler sur l'adaptation de la bande dessinée Épiphanie, qui est en 3 tomes, qui est dans un monde un peu post-apocalyptique où des enfants animaux arrivent un petit peu de manière impromptue, et il y en a un qui est recueilli par un homme qui a perdu sa femme, avec qui ils étaient en discussion de savoir s'ils allaient faire un bébé ou pas. Lui, il se sentait pas trop, mais voilà. Et du coup, il va adopter cet enfant et l'élever, enfin voilà, il y a une espèce de rapport comme ça, tout en ayant un côté assez politique aussi, et mystique. C'est quoi la vie, c'est quoi, voilà. Donc et visuellement, il est assez particulier. Enfin, cette BD est assez particulière. Moi, ça m'a beaucoup intrigué. J'avais vu 2-3 images de cette BD Épiphanie, et ça m'a donné vraiment envie de lire cette BD. Et de découvrir en plus le film, puisqu'on a vu quelques images, quelques tests en tout cas, de rendu qu'il a fait avec MacGuff. Et ça a l'air vraiment très très chouette. C'est très proche joli. de ça? C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Voilà. On mettra les liens de toute façon dans les notes de l'émission. D'accord. Okay. Mais voilà, donc il est en train de travailler sur ces 2 longs métrages d'animation, puisque ça va être 2 longs métrages, et d'autres aussi. Donc il a, voilà, et en plus avec son passé de réalisateur et son apport de réalisateur, il avait du mal à rentrer dans la 3D, et il disait l'animation pour moi c'était quelque chose de nouveau, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui n'y connaissait rien, etc. Mais du coup il va apporter vraiment cette patte de réalisateur, parce que ça reste quand même un très bon réalisateur, même s'il a fait peu de films. Mm-hmm. Et je pense qu'il va vraiment apporter quelque chose. Alors on est d'accord, on est encore dans l'animation pour adultes, c'est vraiment des films pour adultes qui vont sortir, c'est pas des films pour enfants, mais on n'est pas dans le cul, la violence, machin, tout ça, mais c'est vraiment parce que c'est des problématiques qui sont compréhensibles par des adultes. D'accord, voilà. Ouais, très bien. Ça a l'air spécifique dans le style, quand oui, même. Ouais, tout à fait dans le trait. Donc il essaye d'avoir justement ce côté, et puis ce côté adaptation est très particulier aussi, adaptation de BD, même en animation, ça reste quand même hyper difficile à faire. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'il disait, mais il travaille avec des gens, un certain Hugo, j'ai plus son nom, je suis désolé, j'étais en plus assis à côté de lui. Je l'ai félicité parce qu'on a vu les prévises, enfin les storyboards animés, et c'était vraiment chouette. Au niveau des storyboards animés, on sentait qu'il y avait une réelle recherche graphique, une réelle recherche de cadrage. Moi qui fais du layout, ça m'a beaucoup touché de voir justement à quel point ils essayaient, même dans les premiers tests de storyboard et d'animatique, de trouver des cadrages, de trouver des angles de vue et vraiment quelque chose de visuellement hyper intéressant et riche, donc tant mieux. Voilà, donc Monsieur Yann Kounen, merci de rentrer là-dedans. Je pense que j'espère en tout cas que ça va aider. Voilà, comme tu disais, avec Perrin sur Mars Express, etc. J'espère vraiment que ça va aider cette frange du film d'animation. Il faut aller voir ces films, les gens. Si vous en voulez, il faut aller les voir vraiment. Il y a que ça qui va leur permettre de montrer qu'il y a un public pour ça, quoi. Alors bien évidemment, le film va pas sortir l'année prochaine. Oui. Mais en tout cas, suivez tout ça, parce qu'il y a vraiment, je pense, quelque chose de d'unique, d'évident, ouais, et pas forcément d'unique, mais en tout cas justement, j'espère que ça ne sera plus des choses où on va dire c'est une séquence événement, c'est un film événement, c'est un film unique. Non, j'espère que ça va être le début de plusieurs films pour adultes, etc. Okay. Et que ça va devenir vraiment quelque chose, une certaine norme en tout cas. Très bien. Voilà. Effectivement, j'avais encore un truc à mettre avant qu'on parle de Ruby, c'est que ça va être très rapide, pour ceux qui connaissent, qui sont un petit peu renseignés sur les vieux animateurs 2D, un peu des bas-fonds qu'on connaît pas forcément quand on va pas chercher loin. Il y a un monsieur qui s'appelle Bill Plympton, avec un Plymton, dont j'avais déjà parlé, je crois, l'année dernière, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà évoqué ce nom-là, qui fait donc des dessins hyper psychédéliques avec des têtes, c'est souvent du crayonné, et t'as tout qui se déforme, t'as une tête qui va se rentrer à l'intérieur et ce qui ressort de l'autre côté donne une nouvelle forme et tout machin là. Donc il est connu pour faire des trucs barrés comme ça.
mais un peu drôle aussi, un peu et plutôt branché cul d'ailleurs. Et là, il a fait un long métrage qui s'appelle Duel à Monte Carlo del Norte, je crois. C'est ça, Del Norde. Del Norte. Le film n'était pas fini, clairement. J'ai appris ça après. C'est-à-dire que moi, pendant que je l'ai vu, j'ai fait mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et après, on m'a dit oui, il est passé à une autre séance. Il a expliqué qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir le film. Je fais je comprends mieux. Parce qu'en fait, en gros, il y a des milliers de styles différents qui se mélangent. Des fois, t'as les persos qui sont animés avec encore le décor derrière. Ils ont même pas essayé d'incruster les trucs. C'est juste bon, on a redessiné des persos par-dessus les décors. Mais bon, voilà, c'est juste un petit village paumé qui reçoit un mail de Tinglewood, le Hollywood de cet univers, quoi, qui leur dit voilà, on adore votre endroit, on aimerait faire un film chez vous. Le maire de la ville répond direct en disant oui, bien sûr. Et là, il met tout le monde au turbin pour faire un barrage, faire une énorme station balnéaire, etc. Alors qu'ils sont en plein milieu de la pampa, il y a une vieille rivière et 2 montagnes, tu vois. Et ils ont vraiment cet accent américain, tu vois, vraiment, ça va être incroyable et tout, ouais. Et tu sens que c'est à fond critique de tout ça. Et voilà, il va mettre tout le monde en esclavage, vraiment. Et puis en parallèle, t'es dans une espèce de western où les mecs qui sont dans une taverne, les meufs qui sont là pour chanter et évidemment coucher avec les mecs, parce que voilà, ils sont vraiment dans ce stéréotype là de trucs. Voilà, c'est vraiment relativement ignoble. Et les mecs ne vont que là-dedans pour picoler, baiser des meufs et s'il y a le malheur, s'il y a un des mecs qui regarde en travers, enfin le truc du western classique quoi, ça va partir en couille très vite. Oui, complètement. Et presque machiste et tout ça, bien évidemment. Complètement. Et le shérif qui surveille, si jamais le chanteur chante trop doucement, il lui met une balle dans la tête. Et voilà, et c'est que des trucs comme ça part dans tous les sens. Et en plus, il parle d'un monstre, un insecte des enfers. Alors, dans une séquence que j'ai quand même trouvé très drôle, que je t'avais raconté, il y a un pan de haut vers le bas, comme ça, où tu descends dans les enfers petit à petit. Ouais. Et le premier dessin que tu vois, c'est Hitler. Et plus tu descends, et plus tu vois que c'est les trucs que lui, il déteste. Genre, il les met encore pire qu'Hitler, tu vois. Un mec qui joue de la cornemuse, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment drôle. Les cercles de l'enfer vus par Bill Clinton. Exactement. Et tout en bas, du coup, arrive cet insecte de l'enfer qui, d'après la prophétie, va sortir un jour et bouffer tous les humains et tout machin. C'est complètement starbé. C'était mal fini. L'histoire, elle est pas folle. C'était pas fini. Pas fini, pardon. T'as dit mal fini. Oui. J'allais dire mal branlé, mais c'est pas fini. C'était pas fini et c'était trop bizarre. Je pense que les fans de Bill Clinton y trouveront peut-être leur compte une fois que ce sera terminé. Mais bon, voilà, c'était anecdotique. C'était rigolo quand même à voir. Tu as fait la cérémonie de clôture. Ah, on parle de la cérémonie de clôture, on parle pas de Ruby avant ? Ah bah comme tu veux. Bon quand même Ruby parce que on peut parler de Ruby. Oui, on finira avec la cérémonie de clôture on clôturera avec la cérémonie de clôture. Oui, évidemment. Voilà. Ruby, donc le dernier film de DreamWorks. Ruby l'ado Kraken. On fait une série, on fait une suite et un film nouveau par année. Donc leur suite c'était Troll 3 dont on a parlé tout à l'heure et là c'est Ruby l'ado Kraken qui va sortir je ne sais plus quand, j'ai pas la date sous les yeux. Me semble-t-il dans l'été, puisque, enfin là. Ah oui, non, oui, c'est Troll 3 qui sort plus tard. Oui, tout à fait. Bah, parce que là, il est fini de toute façon, donc. Ouais. Oui, je me demande même si ça sort. Bref, on s'en fout. Il sort très vite. Scénario hyper classique, film pour ados. On est d'accord, je pense, tous les deux. Ah oui, complètement. Il y a pas de surprise là-dessus. C'est clairement visé ado. Moi, ce qui m'a passionné, c'est vraiment l'animation, parce que du coup, c'est d'une famille de kraken qui vit parmi les humains, qui sont sortis de la mer, du coup, qui vivent parmi les humains. Ça me fait beaucoup rire. Pour se fondre dans la masse et ils ont la peau bleue, ils ont des oreilles bizarres et tout ça. Ils disent, ils ont pas de nez et tout ça. Ils disent non, mais on est canadiens. Ah bon, oui. Ça va. Et c'était très très drôle parce que ça n'avait aucun sens, mais voilà, c'était très très drôle. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ont trouvé un moyen scénaristique d'assumer à fond le truc que ça n'a aucun sens. C'est ça. Ça c'est drôle. Et bon bref, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est c'est ce côté, comme c'est des kraken, ils ont pas de vertèbres en fait, ils sont pas osseux à l'intérieur et donc ils sont tout le temps déformés, tout le temps mous. Il y a même la blague avec l'oncle qui débarque, qui arrive pas à tenir debout tellement il sort de l'eau. Voilà, bref. Et voilà, moi j'ai trouvé ça. Pour moi, j'ai trouvé le film efficace dans l'écriture, mais en plus derrière avec des FX où ils en ont mis vraiment, ils ont mis le paquet et de l'animation qui moi m'a passionné parce que du coup c'est les membres arrêtent pas de s'allonger, de se rétrécir, de s'entortiller, de machin. Il y a deux styles d'animation différents entre les kraken et les humains. Bravo les rigueurs parce que là et les animateurs parce que il a dû y avoir un gros boulot. Ouais, clairement, c'est clair.
Donc voilà, ça va pas être le grand film de tous les temps. Je pense que t'es d'accord aussi avec moi. Ah oui, je pense. Mais pour moi, c'est un film vraiment sympa, le film de l'été, le film d'animation de l'été, qui va être vraiment, vraiment bien. Petite mention au fait que les héroïnes, enfin justement, les personnages principaux sont que des femmes. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça passe nickel et c'est pas mis l'accent dessus en mettant regardez, on a mis des femmes. Ouais, il y a un petit côté girl power que tu sens, mais que tu sens cool. Tu vois. Complètement. T'as pas l'impression qu'on te l'a forcé. Alors... Ruby est une ado. Elle a un groupe de copains, il y a 2 copines et un mec. Il y a les 2 protagonistes vraiment principaux. Complètement. Et on parle de la mère, de la grand-mère, etc. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, comment dire, un petit écho à Alerte Rouge. Ah, de quoi, le jeu vidéo? Non, pas du tout. Ouais, Command & Conquer, il y a des chars à un moment, les Russes sont attaqués sur le flanc gauche. Non, pas du tout. Alerte Rouge de Pixar. Red Alert. Turning Red, pardon. Turning Red, c'est ça, oui, d'accord. Voilà. Oui. Ah, oui, je l'ai pas vu, du coup, je l'ai pas encore vu. Justement, il y avait ce côté, c'est des femmes, c'est les mères, grand-mères, etc., la transmission, voilà, il y avait tout ce côté-là, plus le côté, ton corps change quand tu es adolescente, machin, l'arrivée des règles et tout ça. Je parle pas de ça dans le film. Non, mais le fait qu'elle est ado, et elle va, quand elle va dans l'eau, je mini-spoil, je micro-spoil. Oui, t'apprends ça très quand vite, elle va dans l'eau, elle reprend sa forme de kraken géant, etc. Et du coup, quand elle revient et sa mère dit « Ah non, là, mon Dieu, mais je l'ai pas prévenu et tout ça, c'est pour ça que je lui disais de pas aller dans l'eau et tout ça. » Et puis qu'elle reparle à sa fille et qu'elle lui dit « Mais oui, mais j'aurais dû t'en parler, voilà, ton corps change, machin et tout ça. » Donc, tu vois, il y avait... putain, je l'ai pas lu comme ça. Il y avait un petit écho, mais ouais. très léger, très léger. Un petit écho comme ça, et puis le fait que ça devienne des créatures énormes quand elles se transforment et avec du pouvoir, etc. Tu vois, les yeux laser, les bidules. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit écho, genre c'était un peu le Turning Red marin, j'ai envie de dire. C'est chouette, mais ça s'arrête là. Je veux dire, puisqu'il y avait d'autres enjeux. Alors, moi j'ai trouvé un poil simpliste et cousu de fil blanc. Mais que bon, ça passe. Moi, quand je trouve même. ça un bon ça film, passe tu quand t'amuses même. bien, voilà. Il y a juste ma déception, c'est plus de l'ordre technique. Quand elles sont sous l'eau, l'impression qu'elles seront dans l'air. Il y a pas de particules, il y a pas d'atmosphérique, il y a pas de petites bulles. Tu vois, on sent pas assez le côté aquatique et elles y passent pas beaucoup de temps d'ailleurs aussi. Mais à bon, comparer avec Nemo ou le monde de Dory. Voilà, ouais. Bah franchement, je t'assure que c'est pas la même du tout. D'accord. Il y avait ce côté. Ils avaient bossé ça exprès justement. Ouais. Même s'ils avaient downgradé, je me souviens qu'il y avait cette anecdote qu'ils étaient allés tellement loin dans le rendu à l'époque que c'était trop photoréaliste. Et ils avaient besoin de redescendre, d'enlever des particules, d'enlever du caustique et tout pour recartooniser l'ensemble. Mais il y avait quand même ce truc. Caustique, pour ceux qui n'ont pas la référence et la référence technique, c'est en fait, en gros, quand vous regardez, par exemple, dans une piscine et que le soleil vient taper dedans, c'est toutes les ombres bizarroïdes, on va dire, qu'il y a dans le fond de la piscine, qui font des espèces de vagues, un petit peu de croisement, des traits de lumière, d'ombre, etc. Voilà, c'est ça qu'on appelle des caustiques. Ou quand vous avez de l'eau dans un verre et que le soleil vient taper dessus ou une lumière vient taper dessus, on a des petits effets où c'est très éclairé à certains endroits, comme un effet loupe, et puis d'autres un peu moins. Voilà. Si vous avez le truc, au pire je mettrai une petite ref caustique. Oui. Hop là, voilà, c'est bon. Et toi, en tout cas pour finir, toi t'étais moins convaincu que moi, mais moi j'ai passé un très bon moment. Un poil moins. J'ai passé un bon moment aussi, qu'on soit bien d'accord. Ouais. J'étais fatigué, j'avoue. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Il y avait des choses très drôles, il y avait des choses très très finement trouvées. J'ai trouvé, mais voilà, c'est un très bon film de l'année, mais ça va pas rester quoi. Je pense pas que ça reste trop dans les mémoires, mais que ce soit pas non plus, un film. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je pense pas que ce sera non plus une nouvelle licence, tu vois. Par exemple, c'est pas un truc qui va donner des suites. Je vois pas pourquoi. Je pense pas. Ou alors à moins qu'ils étendent vraiment l'univers, parce que potentiellement il y a un espèce d'univers étendu, justement avec toutes les créatures marines, les kraken, les sirènes, les machins, les baleines, les bidules, voilà. Ouais. Bon, pourquoi pas éventuellement, si vraiment le film fait un carton, à mon avis, il peut y avoir potentiellement une suite en série ou en film, mais
À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y avait Tout à vraiment fait. des choses très marrantes, surtout au niveau de la famille aussi. Ah ouais. Voilà, il y avait Elle est vraiment des super. petites choses C'est très, ça que je très trouve sympas. réussi en fait, c'est que la famille, déjà la première séquence, ça t'introduit la famille tout de suite, Ouais. et tu t'attaches vraiment à tous très vite quoi. C'est vraiment cool. Voilà. Je te propose de commencer à clôturer avec la va cérémonie de clôture. Eh ben, fermons tout ça. On dirait qu'on est au festival au festival de la jambon. barrière, mais pas du tout. Non, on va clore cette émission. Bah donc oui, invité à la cérémonie de clôture, évidemment, on a fait la cérémonie d'ouverture. Il fallait qu'on aille un tout petit peu à la cérémonie de clôture, alors je l'ai pas faite en entière. J'y suis allé pendant une petite heure, et pareil pour la même raison, fin de festoche, on a envie de voir les dernières personnes avant la fin de la semaine, etc. machin. Et puis crevé. Moi, j'avoue que je n'y suis pas allé parce que Ouais, j'étais voilà. crevé. Et puis parce qu'on pensait, toi t'avais fait les prix spéciaux justement, et t'étais là, bon d'accord, on applaudit, film suivant, on applaudit, film suivant, c'est rigolo, mais on n'a pas forcément envie d'y passer 3 heures à chaque fois. Et moi j'avais peur que la cérémonie de clôture ressemble à un truc César ou Cannes. Mais en plus long. Voilà, un truc où on va passer 15 ans à parler de tout le monde. Et en fait c'était super, c'était vraiment top parce que déjà ils ont une quinzaine ou une vingtaine de prix à décerner. Ouais. Donc ça défile, parce que c'est vraiment, ça doit tenir en 2 heures. Et c'est vraiment, on appelle Micheline, elle vient sur scène, on appelle Michelin, il vient sur scène, il présente le prix, il dit le prix va à Bidule, Bidule arrive sur scène, pendant qu'il arrive sur scène, on montre un extrait du projet qui a gagné, quoi. Ouais. On revient, la personne dit merci, et puis c'est parti, quoi. Et ça défile. Et ce que j'ai trouvé vachement cool, c'est que du coup, il y a un petit côté un petit peu, oh, c'est quand même la cérémonie de clôture, c'est classe, il y a des étoiles, Marcel Jean en costard avec un petit nœud-pape et tout. Il y a un certain prestige quand même, faut pas Sûr. déconner. Ouais, Puis tu sens que dans l'audience, là, pour le coup, il y a vraiment plus que les professionnels qui prenaient tout le milieu de banlieue. D'ailleurs, il y avait plus que les rangées des côtés dispo pour la peuplade. La peuplade. Je rigole. Et en fait, ce qui est cool pour nous, en fait, c'est que ça permet de voir tout ce qu'on n'a pas vu. Parce que comme tu vois un extrait de tout ça, en fait, tu découvres, moi, j'ai déjà noté 3-4 trucs que j'ai envie de regarder. Dont le cristal. Le cristal, Linda veut du poulet. Voilà. Évidemment, on avait entendu toute la semaine que ce film a été un chef-d'œuvre, standing ovation, blablabla. Ils ont eu encore une plus grosse standing ovation apparemment cette année. Enfin, au moment où ils ont reçu le cristal. Donc déjà moi quand je suis parti, ils avaient déjà eu un premier prix, je sais plus lequel, hein, un prix spécifique. Oui. Et donc ils ont raflé plusieurs récompenses. Voilà, c'était un super moment. Pareil comme toi, entrecoupé de petits courts-métrages, dont un que je vais raconter très rapidement, ce qui était vraiment super drôle. C'est un mec qui a reçu un prix en 2020. Du coup, Covid arrive, il reçoit pas le colis, il peut pas aller chercher le prix, donc il lui envoie. Le problème, c'est que le temps que la pandémie se termine, lui, il va à son bureau de poste pour le récupérer. La poste lui dit, bah désolé, c'est reparti. On l'a renvoyé. Et le mec, du coup, il a fait un court-métrage qu'il a envoyé en festoche pour dire, écoutez, si jamais vous voyez ce court-métrage, bah peut-être que si jamais vous savez où il est, voilà mon adresse mail, etc. Oh, mais c'est hilarant. Et le mec a fait que des vannes là-dessus. Et il dit, putain, mais si je fais ce court-métrage et que je gagne un prix avec ce court-métrage, mais que je le reçois pas, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un autre court-métrage qui se rappellerait Nananana numéro 2, tu vois, qui est le titre du court-métrage qu'on est en train de regarder. Enfin, c'était que des conneries comme ça. Et c'était vraiment très, très, très drôle. Donc voilà, du coup, le truc est bien rythmé. D'accord. Ça a l'air de bien défiler. J'avais une pote qui m'a dit, ça a même fini avant 22h, avant les 2 heures complètes. Ouais. Donc je pense que l'année prochaine, on le fera en entier, ça vaut vraiment la peine. Avec plaisir. Moi, j'avoue que j'avais un peu peur aussi. Alors, j'étais très fatigué et j'avais un peu peur que ce soit un petit peu mou du genou. Et trop long, exactement comme tu as dit. Donc, mais ça me donne envie de voir ce côté dynamique de la cérémonie et je... Puis c'est une belle conclusion aussi. Ouais. Ça sonne vraiment comme une belle conclusion à la semaine. Ok, et au festival cool. et tout ça. Ouais. Qui a duré un jour de plus. Et d'ailleurs, le festival, on les remercie, toute l'équipe du festival, tous les bénévoles, parce qu'il y en a quand même des palettes entières. 430 et quelques, ils disaient que c'était un record cette année. C'était incroyable et tous gentils, le sourire agréable. Dès qu'on demande un truc, ils sont là, vraiment, c'est vrai. Vraiment cool. On a pu rencontrer Laurent Citier aussi, qui est la responsable du service presse et qu'on remercie encore une fois de nous avoir donné ces accrètes de presse. Et de donner accès à beaucoup de choses. Donc c'est vraiment
top. Merci beaucoup à toute l'équipe du festival et l'énergie de Marcel Jean à chaque fois dans les présentations de films. C'est vrai qu'il est toujours agréable. À chaque fois qu'il arrive, t'es content. Des Tout le monde est petites content, vannes, des trucs. Enfin voilà, c'était vraiment très cool. À la cérémonie de clôture, il est arrivé et un mec qui disait « Je t'aime Marcel !» C'était n'importe quoi, c'était vraiment très drôle. Non, puis j'ai eu l'occasion en plus de le rencontrer, moi, justement au barbecue Disney, et il a été vraiment gentil. Je le voyais qu'il était fatigué, qu'il avait qu'une envie, c'était d'aller se coucher. Tu m'étonnes. Mais on a échangé quelques mots et il est adorable. Et d'ailleurs, j'aimerais énormément qu'on fasse une émission sur l'organisation du festival avec Marcel Jean, qui est le directeur artistique, et Michael Marin, qui est le directeur de Citia, donc l'organisateur, l'organisme organisateur du festival, pour justement voir comment on peut organiser un festival aussi énorme et aussi quand même bien organisé, même s'il y a des petits trucs qui coincouillent, qui machin, voilà. Par exemple, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème quand même. Il y a trop de monde. Ce n'est pas possible. 16 000 personnes, là, cette année. 15 820 pour être très précis. Combien festivaliers uniquement, parce qu'après, il y a tous les autres autour. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait comme augmentation, je crois? 20%, 19% de plus de fréquentation que l'année dernière. C'est énorme. C'est énormissime. C'est une ville qui est quand même petite, qui a du mal à soutenir ce truc-là. Je pense qu'ils le savent, tu vois. Il y a pas de miracle. Enfin, il y a pas de secret, je veux dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'agrandissent en partie, on disait qu'ils s'agrandissent au Arras. Donc, mais je suis d'accord avec toi que quand même, putain, bravo, quoi. Parce que ça doit être un enfer à gérer. Et ça s'est extrêmement bien déroulé, notamment dans les files et tout. J'ai eu des années où c'était beaucoup plus compliqué, où, tu sais, on te faisait pas rentrer parce que t'avais pas ton billet, ou alors parce qu'ils avaient fait rentrer des gens qui devaient pas avant. Du coup, il y avait plus de place. Enfin, ça m'est arrivé, tu vois, certaines années. Là, j'ai pas du tout eu ce problème cette année. J'ai peut-être eu de la chance, j'en sais rien. Mais même en étant arrivé 30 minutes en retard, pas 30 minutes, 15 minutes, on va dire 10-15 minutes en retard à un film, on m'a dit non, pas de problème, allez-y. Il y avait même carrément des lignes de fauteuils réservées à la presse, en mode on s'était installé avec des gens au début, je crois que j'ai déjà dit dans le premier podcast, mais qu'en mode voilà, non, cela c'est pour les retardataires et la presse. Et j'ai putain, ça c'est rare aussi qu'ils le font pour des séances random, pour les gros événements ça arrive. Il y a carrément des sièges avec des affiches collées dessus, voilà. Mais bon alors nous du coup on est un petit peu privilégié quand même. Oui. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai l'impression que beaucoup de gens y ont trouvé leur compte. Tu vois, si je devais leur donner un retour de gens que j'ai entendus, c'est plutôt les festivals plus, on va dire entre le festival et le MIFA, où là, il y a des gens, ils ont eu l'impression de donner beaucoup d'argent pour pas voir beaucoup de choses. En contrepartie, voilà. Ouais. Donc, alors, il va commencer à y avoir une espèce de petit blocage quand même à ce niveau-là. D'accord. Ouais. Moi, c'est en termes pour expliquer, MIFA, c'est le marché international du film d'animation. Ouais. C'est là où se négocie, où il y a tous les stands des différents pays, des différents studios, des différents logiciels, des différents, voilà. Donc là, c'est vraiment la partie très pro et business du film d'animation. Ouais, qui est aussi quand même vachement vendu comme l'endroit pour les étudiants pour aller vendre leur bande démo et trouver du boulot. Oui, totalement, totalement. Moi, je pense que ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, non, c'est pas un problème, mais il y a un problème là-dedans. C'est que, du coup, il y en a beaucoup qui pensent qu'il doit avoir une accréditation MIFA pour pouvoir aborder des professionnels, tu vois. Ouais. Il y a un truc là-dedans qui est pas clair. Et cette année, et au en prix plus, de la crête, parce que la crête MIFA, elle est quand même à 600 et quelques euros. Oui, 690, je crois. Enfin, dernier prix, pas même, en early bird. Même si c'est pour trouver du travail, tu l'aimais pas. Enfin, non, faut pas faire non, ça. Tu peux pas. Clairement pas. Ça. Et il y avait aussi cette année, je crois que c'était la première année qu'il le faisait, c'était le campus. Ouais, qui est déjà une première extension, effectivement. Voilà, qui est une première extension pour justement une espèce de troisième pôle où c'était vraiment à destination des étudiants qui venaient pour avoir des conseils, comment rencontrer les recruteurs de telle ou telle boîte, qu'est-ce qu'on a besoin, etc. Donc c'était vraiment de ce point de vue-là, et ils étaient vraiment à part. À part. Disons qu'ils avaient vraiment leur espace et c'était pas un stand, c'était vraiment un gros truc. Donc tant mieux, c'est cool. Parce que c'est ça qui grossit, la fréquentation. C'est le nombre d'étudiants qui est exponentiel en fait. Les écoles maintenant, elles ont parfois 4-5 années. Qui se sont multipliées, qui reviennent du coup tous les ans. Il y a de plus en plus d'écoles aussi. Il y a plus d'écoles et tout, donc forcément, il y a un moment donné, ça va coincer, c'est sûr. Ouais. Et on sent que ça commence déjà à coincer. Et j'ai envie de dire, le dernier petit truc qui, nous en tout cas, nous a gênés, c'est par rapport aux réservations des séances.
où Oui. là, en 20 secondes, même pas, il y avait des séances qui étaient déjà complètes. Et j'avoue que ça foutait un petit peu les boules quand même à certains trucs parce que non. Et la procédure est pas claire. Et la procédure est pas claire. Il faut Non, cliquer pour sur dire- le programme, puis recliquer sur le programme pour savoir. Enfin, Complètement. Et c'est pas pour dire on veut être privilégié, bah on a la presse machin et tout, mais c'est vrai que bah du coup c'était dommage pour certains événements Mais de tout le pas monde a le problème. pouvoir les couvrir. En fait, et c'est en même pas la discutant presse. avec les gens par exemple de chez 3DVF, ils ont eu aussi le même problème. mais même tout le monde, même les étudiants. Enfin, Ouais, c'est ouais. tout le monde qui a ce problème-là. C'est Ouais, pas ouais. que pour nous, tu vois. Loin de Non, là. non, mais bien Donc, sûr, bien sûr. donc, Voilà, enfin en tout cas ce festival encore était, moi je l'ai trouvé presque meilleur que l'année dernière, Ah oui, oui. clairement. Et il le disait que c'était une meilleure sélection et tout. Nous, on l'a ressenti. Ouais. En plus, on a eu un super temps, donc c'était vraiment top. Il y avait une ambiance incroyable, malgré les malheureux Les événements qui s'est passé quelques jours avant. Voilà. Ouais. Ce qui s'est passé juste avant, justement, ils voulaient mettre un point d'orgue là-dessus, et je trouve que tout le monde était vraiment très très heureux. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a une ambiance vraiment exceptionnelle, malgré justement le monde qu'il y a et tout. Très peu de gens sont vénères. Tu sais, il n'y a pas de gens qui se poussent dans la file et tout, machin. Non, il y a vraiment, c'est vraiment cool, vraiment très très Donc, cool, un magnifique festival. Ouais. Et on a pu rencontrer des bipèdes. Ah oui, des En bipèdes, plus, effectivement, voilà, donc il y a- on les embrasse, un petit clin d'œil spécial à Audrey qui est venue spécialement grâce à Mhm. nous, voilà, Ouais, big up, Patréo effectivement. bipède, c'était adorable et on a vu voilà plein de gens et c'est formidable. Voilà, donc on a passé une semaine crevante, on vous Comme cache pas, mais vraiment enrichissante et ça fait du bruit derrière. Ce ne sont pas des applaudissements, mais on va se dire que si. On va se dire que si. Donc, bah écoutez, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont répondu à des stories, tous ceux qui ont Au nouveau bipède. comment Au nouveau bipède qui nous écoute maintenant. Au nouveau et bipède, on a auquel appris que des distribué flyers. réalisateurs, on a appris que des réalisateurs de films du festoche Oui. écoutaient le podcast. C'est même pas que le réal, d'ailleurs, c'était toute l'équipe apparemment. Oui, toute l'équipe. Jérémy de Gruson de Sirocco. de Inséparable. Les Inséparables, de pardon, chez les Inséparables. N-Wave, My bad. on l'embrasse d'ailleurs, Excuse-moi. voilà. Et ça, clin c'est d'œil. incroyable de se dire que, en fait, il y a quand même quelques gens qui nous écoutent même en live, quoi, pendant le festival. Ça, c'est vraiment super cool. On espère, voilà, évidemment revenir l'année prochaine, je pense. Oui, Ouais. on a des projets encore C'est- pour l'année prochaine. C'est éreintant, mais c'est un vrai kiff à chaque fois. C'est clair. Je pense que moi, j'irai un petit peu plus doucement, un tout petit peu plus doucement. J'ai vraiment besoin d'une journée où je profite d'Annecy. Mais autrement, et je pense que aussi ce que je te disais, c'est que donc on l'a pas dit, cette année c'était le Mexique, l'année prochaine ce sera le Portugal, Le bien Portugal sûr, qui sera à l'honneur. dont Exactement. j'ai les origines, donc forcément ça va me toucher un petit peu plus. Et Il va faire des interviews en portugais. en portugais. Et cette ça va être année, chouette. je disais que justement on n'avait pas vu grand chose de mexicain finalement dans les courts métrages et longs métrages, etc. Nous. En tant que nous, oui, alors qu'il y en Alors avait, qu'il y en a. il y en avait. Ouais, Donc ouais, ça c'est vrai aussi, qu'on je s'est pense un peu- que j'essaierai l'année prochaine de mettre un petit point là-dessus, Complètement. de me forcer à aller voir 2-3 trucs de ce genre-là. Voilà. Eh ben parfait. Et puis voilà. Donc on vous remercie. Si vous aimez cette émission, bien évidemment, n'hésitez pas à la relayer autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Et si vous nous aimez encore plus, vous pouvez faire un petit coup de Patreon. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi pour Surtout. changer le matos, etc. Ça nous aide surtout, Ça ne ouais. nous paye pas, bien évidemment. Non, pas du Encore tout. des applaudissements, ça ne on ne se paye rien, on change le matos et voilà, même notre logement, on ne l'a pas payé avec les sous du Patreon. Ah non, clairement pas. J'avoue qu'on en avait peut-être pas assez aussi, Oui, de mais toute façon. non, pas du tout, mais voilà, donc merci. Même si on avait voulu, on n'aurait pas pu. C'est on ça aurait que tu veux pas dire, pu- quoi. Oui, clairement. Mais en tout cas, voilà, si vous nous aimez, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait toujours très plaisir et n'hésitez pas à nous contacter. Et puis à bientôt, puis à l'année prochaine en tout cas. On remercie Ah, la si. filaterie de nous avoir accueillis pour On ce dernier remercie podcast. On beaucoup remercie la filaterie et leurs magnifiques plats, on s'est régalé. Oui. Et ils sont super cool et quelque chose me dit que peut-être il y aura peut-être des choses avec Bon, on l'année verra, en prochaine, tout mais on cas, verra, on on va verra essayer bien. d'organiser des trucs, voilà, ça pourrait être sympa. Voilà, merci encore. Bonne journée à tous. Bisous. Nous, on va 4 heures de route pour rentrer là. Et parti. puis vous aurez des émissions bien évidemment pour cet été. Il y en a une qui est déjà prête pour juillet. Eh ben, et je peux oui. vous assurer qu'elle est super cool. Oui. Bon allez, gros bisous les bipèdes et à Bisous très les vite. bipèdes. Ciao, ciao.